Alors bonjour, bienvenue à ce 7e cours de littérature française du Moyen Âge à la Renaissance, consacré cette fois au spectacle théâtral, du mystère à la farce. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut qu'on parle ensemble de cuisine. Il y a plusieurs choses dont on doit discuter. Alors pour ceux qui s'intéressent au contenu du cours, je vous dirais avancez l'onglet sur YouTube 15 minutes plus loin et ça va être à peu près le moment où va commencer le PowerPoint et le cours comme tel. Mais avant ça, il nous faut discuter de la dissertation à venir, de la dissertation ou du pastiche, parce que vous savez que vous avez ces deux options-là. Il nous faut revenir un petit peu sur j'allais dire la dissertation. Oui, la dissertation, effectivement, la dissertation, la première que vous m'avez remise la semaine avant la relâche et que je vous ai retournée normalement, que vous avez reçue, si tout s'est bien passé. Il y a eu quelques accrochages au niveau de la technique. Vous avez reçu des notifications qui n'auraient pas dû vous être transmises, là, et je m'en excuse. Ce n'est pas toujours évident de composer avec Moodle et à distance avec des techniciens qu'on appelle à toute heure du jour en catastrophe parce que ça ne va pas du tout. Alors, normalement, vous auriez dû être en mesure d'accéder à votre copie. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe et puis je pourrai sans doute vous l'envoyer directement à ce moment-là et essayer de voir avec les techniciens qu'est-ce qu'il y a pu achoper. Mais avant de parler de cuisine, je vous parle un petit peu de ma semaine de relâche. Il s'est passé quelque chose d'assez sympathique. Et pour vous mettre un peu au parfum, je vous raconte une anecdote. Ça se passe en 1995. Je suis étudiant au doctorat à la Sorbonne. Et à la faveur d'une pause, il y a un collègue comme ça, français, parisien, qui me dit « Ouais, qu'est-ce que tu penses faire plus tard comme carrière? » Et je lui dis « J'aimerais enseigner la littérature française, l'histoire littéraire, en fait. » Il dit « Bon, écoute, je ne dis pas ça pour te vexer, mais si j'avais à suivre des cours de littérature française, je les suivrais avec un français, hein? Parce que franchement, littérature française, c'est notre truc. Vous, c'est plutôt la littérature québécoise. » Et ça m'avait affreusement vexé, en effet. Et je lui avais répondu excuse, mais jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'au traité de Paris, jusqu'à temps que vous nous vendiez aux Anglais, la littérature française, la culture française, la patrie française, c'est la nôtre. Tout ça est en commun partage, autant pour les Français que pour les Canadiens. Et j'avais été vraiment consterné. J'en avais perdu mes moyens tellement que ça m'avait offusqué. Et il s'est passé quelque chose de très amusant pendant la relâche et j'aurais voulu avoir ça sous la main. Imaginez-vous donc que mon père fait de la généalogie, mais très avancée. C'est un spécialiste de généalogie. Et il s'amuse à remonter à gauche et à droite. Vous savez que la généalogie, c'est quelque chose de très sexiste. On considère souvent seulement l'héritage mâle. On ne regarde jamais du côté des femmes, mais on peut très bien le faire des deux côtés parce que de toute façon, le patrimoine génétique est le même. En fait, 50% des gènes nous viennent de notre mère, 50% des gènes nous viennent de notre père. Et c'est vraiment stupide de ne pas considérer cet apport-là non plus. Alors, mon père, qui s'amuse à remonter le plus loin possible, est arrivé avec un tableau qui m'a fait sourire. Il faut que je vous partage ça parce que ça a vraiment égayé ma semaine de relâche. Attendez que je le retrouve, voilà ici. Ça, c'est la petite généalogie préparée par mon père. Ça n'a aucun rapport avec le sujet du cours d'aujourd'hui, mais vous allez voir, c'est quand même relié d'une certaine façon. Alors, vous avez ici un petit tableau, je ne vous montre pas tout le détail, mais mon papa, c'est ici, Georges Vaillancourt, et sa mère, c'est Lucienne Sénéchal, et on voit que des deux côtés, on peut remonter à un ancêtre commun. Alors, il y a des Vaillancourt ici, mais il y a aussi des Sénéchal, il y a des Miville en haut. Et une femme, la toute première de la lignée à laquelle on peut remonter, c'était une fille du roi qui s'appelait Catherine Bayon. Et ça a attiré l'attention de mon père parce que c'était une fille du roi, donc une de celles envoyées par le roi pour alimenter la colonie en quelque sorte. Et elle disposait, contrairement aux autres filles du roi, d'une dot de 1000 écus, alors que les autres filles du roi avaient droit à 50 écus. Alors, ça a attiré son attention. Et en creusant un peu, il est allé voir qui elle était, cette Catherine de Bayon, et il a remonté à son père, voilà ici. Alors, Catherine de Bayon, qui épouse Jacques Miville dit Deschênes, était en fait la fille d'un seigneur, Alphonse Bayon, sieur de la Mascoterie, et de Louise de Marle. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais ça explique un petit peu son opulence. Et là, on remonte un peu plus loin, 3e génération, 4e génération, et plus loin encore, et on arrive, imaginez-vous donc, et c'est là le coup de théâtre, à la 16e génération
on se rend compte qu'elle est une descendante de Philippe II Auguste, roi de France, dont je vous parlais il y a quelques cours à peine, de Louis VII, roi de France, dont je vous parlais. C'est celui qui a épousé Aliénor d'Aquitaine, vous vous souvenez. Et si on remonte encore plus loin, on voit Philippe Ier, Henri I, Robert II, Hugues Capet, donc le fondateur de la dynastie des Capétiens, et Pépin, roi d'Italie, et encore davantage, si on remonte le plus loin que les archives nous le permettent, on se rend compte qu'elle est aussi parente avec Charles Ier, dit Charlemagne. Ça veut dire, mes chers amis, que je fais partie d'une famille aux ascendances royales et que désormais, il faudra m'appeler Votre Majesté. J'aurais aimé avoir ce document sous la main quand j'ai eu cette discussion avec mon collègue français. Je lui aurais montré par la preuve assez clairement que cette histoire, c'est aussi la nôtre. Et elle nous touche particulièrement pour toutes sortes de raisons. Et bien, moi, j'en ai une de plus maintenant, une ascendance tout à fait intéressante. Cela dit, je me pète les bretelles, mais tout bon généalogue vous dira que le tiers des Québécois a un lien de parenté avec au moins un roi de France. Alors, n'importe quel arbre généalogique vous fait remonter à quelque part vers un roi de France. Et si vous deviez faire le même exercice, il vous arriverait la même chose qu'à moi. Alors, ça a l'air exceptionnel comme ça, là, mais ce n'est pas. C'est assez banal, en fait. Et quand ce n'est pas des rois de France, c'est des rois d'Angleterre. C'est du monde important. Et on se rend compte qu'on est tous quelque part parents les uns que les autres. On est tous un peu consanguins aussi. Il y a des croisements de toutes sortes. Et c'est quelque chose de vraiment merveilleux, cette interdépendance de tous les hommes, de tous les humains à travers le temps, à travers l'histoire. Moi, je trouve ça émouvant. Et ça m'a vraiment rendu la semaine de relâche plus légère. Mais assez parlé de ça, ça relève de l'anecdote. Vous n'êtes pas ici pour entendre parler de l'histoire de ma famille, mais je veux partager avec vous maintenant un document dont je vous avais parlé, que je vous avais promis, relatif au prochain devoir, parce que ça s'en vient quand même pas mal plus tard, mais vous aimez voir venir et je comprends ça tout à fait. Alors, j'ai préparé un document qui, finalement, détaille les consignes pour le deuxième devoir et je vais le partager avec vous à l'instant. Oui, voilà. Consignes pour le deuxième travail. Alors, voilà. Vous devriez l'avoir à l'écran. Vous avez le choix pour ce deuxième travail qui compte pour 30 % lui aussi, comme pour le premier, entre l'écriture d'un pastiche. C'était déjà annoncé dans le plan de cours et je vous avais dit pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont en création littéraire parmi vous et ils n'ont pas beaucoup l'occasion d'exercer leur plume, ce que je trouve vraiment dommage. Je trouve qu'il n'y a pas assez de cours de création dans ce programme et dès que j'ai l'occasion d'insérer un petit peu de création de ci, de là, je le fais. En voici un exemple. Alors, vous pourrez choisir donc d'écrire un pastiche ou une dissertation explicative au choix. On entend ici par pastiche le fait d'imiter le style d'un auteur pour en exposer les traits caractéristiques. Alors, il s'agit de montrer finalement par l'exemple que vous avez profondément compris ce dont il s'agit, que vous avez bien suivi le cours, que vous avez assimilé les règles, les formes métriques, par exemple, la versification, les principes thématiques qui sont associés à tel ou tel courant et que vous êtes capable de les restituer à travers un travail d'imitation. Alors, ce n'est pas juste faire une petite composition pour faire joli, pour faire élégant. Il faut montrer qu'il y a une certaine assimilation de la matière. Et vous allez être jugé non seulement au mérite esthétique, c'est important de faire quelque chose de joli, mais plus important encore, de restituer un maximum de traits caractéristiques. Qu'on puisse lire votre texte et dire oui, c'est tout à fait conforme aux règles du genre, de l'époque, qu'il s'agisse d'un rondeau, qu'il s'agisse d'une ballade, qu'il s'agisse d'un extrait de théâtre, d'un récit, d'un fabliau. C'est important qu'on puisse reconnaître les traits caractéristiques. Alors, ça veut dire les motifs thématiques, ça veut dire les enjeux formels, ça veut dire les procédés qu'on retrouve. Quel genre de procédés sont utilisés, par exemple, dans la poésie des grands rhétoriqueurs, des jeux de mots de toutes sortes, on va les voir bientôt. Alors, vous allez chercher à reproduire ça. Ça ne doit pas être une parodie. Alors, normalement, un pastiche, c'est un hommage à un auteur qu'on admire et qu'on imite amoureusement. Alors, si on tombe dans la parodie, c'est autre chose. Je sais qu'il existe une pratique parodique qui se qualifie de pastiche, mais pour moi, c'est un genre à part. On peut tourner un peu en dérision et rester dans un rapport d'imitation respectueux. Ce n'est pas interdit, mais il ne faut pas tomber dans la satire complète. Là, on tomberait vraiment à côté de l'exercice. Pour le pastiche, la longueur du travail va varier en fonction du genre.
Mais le nombre inclut la page titre. Alors là, vous avez un travail annoncé de 5 à 10 pages, mais vous comprenez que c'est plutôt 9 pages ou 4 pages parce que ça inclut la page titre. Alors, de 5 à 10 pages, s'il s'agit d'un récit ou d'un dialogue théâtral. Alors, ça peut être un fabliau, par exemple, un récit inspiré de cette formule, ou encore un dialogue théâtral. On va parler du théâtre aujourd'hui. Vous pourriez décider de faire une petite scène, une petite piécette, et ça pourrait, bien sûr, parce que c'est mis en forme à la manière d'un dialogue théâtral, s'étendre assez rapidement sur une dizaine de pages. Si je vous disais, dépassez pas 5 pages, vous ne pourriez pas faire grand-chose en termes de dialogue à cause de la mise en forme inhérente à ce type d'exercice. Alors, 5 à 10 pages s'il s'agit d'un récit ou d'un dialogue théâtral, et là, c'est au choix, simple ou double interligne. Il y en a qui veulent faire de l'excès de zèle, je respecte ça, et d'autres qui sont moins inspirés, je respecte ça aussi. Et s'il s'agit de poésie, alors là, je conçois bien que c'est plus compliqué parce qu'il faut compter les syllabes, il faut respecter la métrique et c'est très exigeant. Alors là, je ne m'attends pas à ce que ce soit 10 pages de chansons de geste. Je m'attends à un travail plus bref, mais quand même assez substantiel, qui peut être un recueil, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de réécrire la chanson de Roland. Vous pourriez très bien faire un pastiche de la chanson de Roland, par exemple, la chanson de Guillaume, si vous voulez, avec un autre personnage à votre guise. Ce n'est pas de la chanson de Charlemagne, la chanson de n'importe quel personnage historique de l'époque, en autant que ce soit dans le courant de la matière de France. Vous pouvez aussi choisir de faire un recueil de plusieurs poèmes différents. Il pourrait y avoir un recueil de sonnets, un recueil plutôt de ballades ou de rondeaux ou de virelais. Vous êtes en train de lire normalement Christine de Pisan, vous pourriez choisir de reproduire amoureusement son style, sa manière, à travers une série de poèmes. Et là, plus il y aura adéquation entre ce que vous allez produire et le texte souche, mieux la note se portera. Alors, c'est sûr que je ne vous demande pas d'imiter l'ancien français, ce serait très difficile, mais ce n'est pas interdit des fois de laisser tomber un mot ou un autre comme ça, archaïque, qui donnerait un petit parfum d'authenticité à votre création. C'est possible de le faire. Alors, qu'est-ce que c'est un pastiche? C'est donc un texte d'imitation et ça ne doit pas être une transposition, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas tomber dans la transposition moderne. Dire, OK, imaginons Christine de Pisan aujourd'hui qui écrit à Chicoutimi dans un café, qu'est-ce que ça donnerait? Soleil de Suie, version rue Racine. C'est pas très intéressant. Ça risque d'achopper à plusieurs égards. Donc, essayez de respecter le contexte historique et imaginez ça plutôt dans la perspective d'une suite. Si vous aviez à écrire la suite d'un de ces récits, si vous aviez à écrire, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, les enfances de Charlemagne, par exemple, à quoi ça ressemblerait? Les enfances Roland, tiens, à quoi ça ressemblerait? Donc, c'est plus facile si vous envisagez le passage de cette manière-là, de ne pas vous égarer et de rester respectueux des traits caractéristiques que vous devez exposer. Alors, il ne faut pas s'y tromper, hein. C'est un travail intellectuel en même temps qu'un travail de création. Ça demande d'avoir bien suivi le cours, d'avoir bien compris les enjeux esthétiques présentés et ce n'est pas vrai que c'est la solution facile. Entre nous, je pense que la dissertation est certainement plus facile que le pastiche. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui ont quand même envie de s'essayer. Et pour avoir vécu cette expérience au trimestre dernier, dans le cours de théâtre antique et son héritage moderne, ça a donné des résultats vraiment excellents. J'ai eu de très beaux textes et ça m'a convaincu de la pertinence de continuer de cette manière. Alors, pour la dissertation explicative, 5 pages sont attendues, ça inclut la page titre. C'est la même chose que pour le premier devoir. Et vous devez répondre à l'une des questions suivantes. Ces questions, elles vont être versées sur Moodle tout à l'heure, après le cours. Alors, vous aurez accès à toutes celles-là. Et puis, de toute façon, vous pourrez aussi revisionner le vidéo sur YouTube ou Panopto et retrouver très rapidement donc ces questions. Vous devez répondre à l'une des questions suivantes. 1. Rabelais est un écrivain qui utilise l'excès à l'excès, mais cette outrance est à la fois ludique et instructive dans son Pantagruel. Montrez en quoi.
Alors, dans les prochaines semaines, après avoir terminé Christine de Pisan, vous devez entreprendre la lecture de Pantagruel. Alors, vous aurez déjà là une première et même une deuxième question qui pourra orienter votre lecture. Et déjà en lisant, vous pourrez faire une cueillette de données qui pourrait alimenter une éventuelle dissertation. Je vous invite à y réfléchir. C'est un roman difficile, d'autant plus qu'il est en moyen français, celui-là. C'est quand même plus proche de notre français moderne, mais ça reste exigeant. Donc, il ne faut pas trop se mettre de pression. Et je vous l'annonce tout de suite, c'est une œuvre qui va vous dépasser. C'est une œuvre qui va vous sortir par les oreilles assez rapidement parce qu'on ne comprend pas trop à quoi Rabelais veut en venir au début. Et avant qu'on ait le temps de contextualiser ce roman, vous aurez déjà lu une bonne partie. Alors, c'est normal si vous êtes déboussolé, c'est normal si vous perdez le nord. Mais faites-vous confiance et faites confiance au processus de la lecture. Vous allez y trouver tranquillement un sens, un rythme. Et des fois, c'est une bonne idée de le lire à voix haute, comme il se doit, parce que vous allez prononcer naturellement à la québécoise et c'est probablement la manière la plus proche historiquement de prononcer ce texte de Rabelais, puisque le français, le moyen français, était très proche du français tel qu'il est parlé encore aujourd'hui au Québec. Alors, c'est plus facile de suivre Rabelais quand on le lit comme ça à haute voix. Alors, la deuxième question aussi, c'est drôle, c'est marqué 4 et 5. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a eu un problème dans les pistes. Je vais corriger ça avant de déposer ça sur Moodle. Mais la deuxième question, ce n'est pas la quatrième. La deuxième question, on vous dit, on choisit une ou l'autre, on ne fait pas les deux. Montrez en quoi la lettre de Gargantua à Pantagruel, Rabelais, Pantagruel, chapitre 8, correspond à l'idéal humaniste. Alors là, c'est une autre proposition pour les plus intimidés, ceux qui n'ont pas osé faire la dissertation sur l'ensemble du roman parce qu'ils n'ont rien compris ou vraiment ils n'ont pas aimé. Et ils veulent se concentrer sur un chapitre là, facile à couvrir. Là, il y a de quoi, dans ce chapitre, à faire assez bien le tour de la question. Vous pourrez trouver assez facilement des exemples et c'est un extrait, somme toute, assez court. Donc, c'est plus proche du commentaire composé que de la dissertation explicative, à la limite, dans la mesure où on a un corpus vraiment très, très bref, comparativement à un roman, un ensemble plus vaste, dont il faut tenir compte dans une perspective plus macrostructurale que microstructurale. Autre choix, pour ceux qui n'auront pas aimé Rabelais, et j'en serais navré, mais ça peut se produire, la possibilité de travailler sur les essais de Montaigne. Alors, en vous appuyant sur le livre 3 des essais que vous avez à lire après Rabelais, montrez en quoi Montaigne est un digne héritier de l'humanisme. On ne peut pas dire de Montaigne, et on va expliquer pourquoi, qu'il est un humaniste comme tel. On peut cependant remarquer chez lui beaucoup de traits empruntés et hérités de l'humanisme. Et c'est ça qui devra attirer votre attention dans la cueillette de données. En gros, ça revient au fait que Montaigne n'a jamais fait, comme les humanistes, de la traduction, de la chasse aux manuscrits. Il n'avait pas un rapport au texte qui était celui de l'édition savante, telle que chez Erasme ou chez Pétrarque, par exemple. En gros, c'est ça. C'est pour ça que je parle d'héritier de l'humanisme plutôt que d'humaniste de plein titre. Deuxième travail doit être remis sur Moodle le 25 novembre au format PDF. Je trouve ça plus commode pour ce type de travail. En création littéraire, je sais que je vous demande un fichier Word, mais là, en PDF, ce qui est bien, c'est que la mise en page ne change pas quand je fais mes corrections. Je peux annoter directement votre PDF et je vous le remets tout propre. Il est écrit hérité. Merci. J'ai vraiment besoin de corriger ce fichier avant de vous l'envoyer. Vous comprendrez que je l'ai fait en catastrophe juste avant le cours d'aujourd'hui parce que je ne voulais pas manquer à mon engagement de vous livrer ça dès le retour de la relâche. Alors, je vais corriger ça. Vous avez, il y a une question de Marc-Alexandre Boucher. Pour la lecture de Christine de Pisan, faut-il lire tous les poèmes de celle-ci? Non, Marc-Alexandre, je vous rassure, vous pouvez en lire quelques dizaines seulement à votre guise. C'était pour vous encourager à un premier contact avec cet auteur que je considère vraiment colossal, incontournable. Et si l'envie vous prend d'en lire davantage, grand bien vous fasse, mais ce n'est pas requis et vous ne serez pas interrogé là-dessus à l'examen. Cependant, il se pourrait que certains d'entre vous choisissent d'en faire l'objet d'un pastiche. Alors là, ça pourrait être intéressant d'en lire davantage puis de dire, OK, qu'est-ce qui caractérise son style et pourquoi pas aller voir ailleurs aussi, au-delà de ses poèmes, des ballades, par exemple. Je pourrais peut-être aller voir les écrits politiques, polémiques, philosophiques et pourquoi pas. Alors, il y aurait de beaux pastiches à faire en assumant
la posture proto-féministe de Christine de Pisan. Alors, réfléchissez à ça. Là, vous avez à la page suivante, chapitre à lire dans le livre 3 des essais. Je vous annonce tout de suite que le livre 3, on ne le lit pas de manière intégrale. Parce que je ne veux pas vous dégoûter à vie de Montaigne. Je sais que ce n'est pas facile, Montaigne. C'est probablement plus difficile encore que Rabelais, parce que ça convoque une somme de culture phénoménale. Et là, vous allez vous sentir encore plus dépassé. Mais il y a moyen de rendre Montaigne plus accessible si on suit un parcours bien balisé. Et ce parcours, il est le suivant. Il va vous faire lire à peu près l'essentiel. Il n'y a pas beaucoup de chapitres qui ont sauté, mais c'est quand même quelques pages en moins. Certains de ces chapitres comptent 50 pages, donc ça va alléger un peu votre programme de lecture. Et ça aussi, ça va être sur Moodle tout à l'heure. Alors, dans le livre 3, vous ne lisez pas le premier chapitre. Vous commencez par du repentir. Vous lisez le 3e ensuite, vous sautez le 4e pour lire le 5e sur des vers de Virgile, ensuite le 6e, le 8e, le 9e de la vanité, le 11e des boiteux, le 12e et le dernier, le plus important, je pense, de tous, l'incontournable de l'expérience. Alors, c'est le parcours que je vous suggère parce que c'est peut-être le plus susceptible de vous faire apprécier Montaigne, de vous le donner à connaître, de le comprendre, alors que si je vous envoyais dans le premier livre d'emblée, lire un chapitre d'un carton à l'autre, vous auriez beaucoup de difficultés à comprendre de quoi il s'agit. Et je sais de quoi je parle. Je me suis cassé les dents 2 fois, 3 fois, 10 fois plutôt qu'une au bac en essayant de lire et comprendre Montaigne. Alors, je vous le dis, c'est une lecture redoutable et on ne s'y prend jamais trop tôt. Il y en a même qui pourraient, parce que tout de suite, ils devinent que la philosophie les intéresse davantage et que la question les inspire davantage que celle posée pour Rabelais. Il y en a même qui pourraient commencer par lire Montaigne déjà, plutôt que de lire Rabelais et rattraper après en lisant Rabelais juste avant le cours. Où il sera question de lui. Alors, ça, c'était donc le document que je vais partager avec vous. Il y en a un autre maintenant que je veux partager avec vous, et c'est pour revenir sur la dissertation explicative. Dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Je suis très content de vos dissertations. Elles m'ont fait plaisir. J'ai corrigé, je ne dirais pas dans la joie, mais dans le soulagement de voir que vous avez pris l'exercice au sérieux. Et qu'il n'y a pas eu vraiment d'aberration. Il n'y a personne qui s'est cassé le nez, pas d'échec à rapporter. Alors, c'est très bien. Mais il y a eu des confusions au niveau de la forme de la dissertation et des problèmes au niveau de la correction linguistique, mais ça revient un petit peu de fois en fois. C'est pour ça que je vous ai envoyé une grille de correction grammaticale pour vous expliquer les codes qui ont été placés dans la marge droite de vos copies. Mais ce que je veux partager avec vous maintenant, c'est un exemple de dissertation. Alors, cet exemple de dissertation, c'est un étudiant à moi, d'il y a longtemps, qui l'avait effectué dans le cadre de ce cours. Et je n'ai pas voulu prendre un étudiant du groupe parce que c'est un petit peu gênant là, pour des raisons de confidentialité, mais c'est quelqu'un qui a fait le cours comme vous, il y a peut-être 10 ans, qui est maintenant chargé de cours sur le point de devenir professeur adjoint. Et ils sont plusieurs, hein, en passant pour ceux qui rêvent d'une carrière universitaire. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'Université du Québec à Chicoutimi que c'est exclu. Hein. J'en connais au moins 4 personnellement là, qui sont passés par mes classes et qui sont en voie de devenir professeur adjoint, titulaire éventuellement, et s'ils ne sont pas chargés de cours. Alors, c'est tout à fait possible. Et on n'est pas obligé d'aller à Paris 4 Sorbonne se faire insulter par des Parisiens pour y arriver. Ce n'est pas requis. Alors, je vous partage ce petit document, puis on va passer à travers en guise de révision un petit peu et en préparation pour ceux qui voudraient faire la dissertation pour le prochain devoir. Ici, vous avez une dissertation qui répondait à la question montrer comment Guenièvre est à la fois à l'origine de la gloire et de la chute de Camelot. Et ça va être l'occasion pour moi, en passant à travers avec vous, de réviser la structure de la dissertation explicative. Parce qu'il y en a plusieurs à qui j'ai dit, vous avez des vices de structure. Et les gens ne comprennent pas toujours qu'est-ce que vous voulez dire par vice de structure, qu'est-ce qui ne va pas. Vous ne respectez pas la structure du paragraphe logique. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un paragraphe logique? Bien là, on va le voir rapidement ensemble. Et je pense que c'est important pédagogiquement, avant de faire le prochain devoir, de bien s'entendre sur ce qui est attendu. Alors, vous avez d'abord, dans une dissertation explicative, une introduction qui doit amener le sujet. Et le sujet, cette partie du sujet, on l'appelle le sujet amené.
et doit partir un petit peu du général vers le particulier. On dit que c'est la forme d'un entonnoir, en quelque sorte. Hein. On passe du plus large, puis on va vers le plus singulier. Alors, le roman courtois, ici, on parle du roman courtois en général, genre littéraire faisant son apparition aux environs du 13e siècle, met en scène des chevaliers combattant pour leurs dames. Proposant une conception aristocratique et idyllique de l'amour, ces œuvres sont empreintes de fine amour, code de conduite régissant les situations amoureuses et les actions chevaleresques. Le cycle du Lancelot Graal, qui s'inscrit dans le roman courtois, est une série de 5 volumes racontant l'histoire de la quête du Saint Graal et celle de Lancelot et de la reine Guenièvre. Alors, vous voyez comme ça, toute cette partie-là, ici, c'est le sujet amené. Vous avez une mise en contexte qui est vraiment intéressante et pertinente, où on met en perspective le roman courtois, la matière de Bretagne, la fille de la mort, tranquillement, pour nous amener dans l'entonnoir vers le sujet posé. C'est ce qui est, en l'occurrence, le rappel de la question. Quelle est la question qui fera l'objet d'une démonstration? Dans l'ultime volume de cette série intitulée « La mort du roi Arthur », ce dernier personnage trompe le roi Arthur avec le meilleur chevalier du monde. Cependant, cet amour adultère n'est pas sans conséquence. En effet, par cet amour, Guenièvre est à la source de la gloire de Camelot et en même temps la cause de sa perte. Alors, cette partie correspond à ce qu'on appelle le sujet posé. Alors, vous avez le sujet amené, le sujet posé. Le rappel de la question, la consigne qui va déterminer donc la démonstration. Ensuite, vous avez le sujet divisé qui annonce des articulations de la dissertation. Et vous voyez, c'est une dissertation assez longue. Ce n'est pas 3 lignes seulement là, pour commencer. C'est proportionné au nombre de pages attendues, 5 pages, 10 d'un développement qui devrait compter à peu près 4 pages. D'abord, en accordant son amour à Lancelot, Guenièvre renforce l'armée arthurienne et permet à son mari de bénéficier de l'aide d'un fidèle allié. Par contre, la relation amoureuse qu'elle entretient avec Lancelot mène à des guerres dévastatrices qui sonnent le glas de Camelot. Enfin, la reine, par son imprudence, est responsable de la naissance d'un amour coupable entre elle et le chevalier le plus preux. Ensuite vient le développement, on pourra en parler, et ça commence par un paragraphe logique, et ça sera suivi d'un autre paragraphe logique. Alors, ce ne sont qu'une série de paragraphes logiques. Finalement, un développement, c'est ça, une série de paragraphes logiques, et qui doit être construit de manière régulière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fragmenter ces paragraphes. Je sais que certains sont allés à l'école d'une idée par paragraphe, et dès qu'ils ont terminé de développer une idée, ils changent de paragraphe et enchaînent avec un autre paragraphe. Dans ce type d'exercice, ce n'est pas permis. Vous devez suivre la structure du paragraphe logique qui commence par une idée énoncée. Vous annoncez l'idée générale que vous allez aborder dans le cadre de ce paragraphe-là, suivi d'une idée secondaire avec illustration, donc citation, preuve, exemple, un commentaire à la suite de cette citation pour analyser finalement, et enfin, une seconde idée énoncée éventuellement qui va être suivie aussi d'un exemple et d'un commentaire analytique. Et on ne termine pas son paragraphe logique par une citation. On ne finit jamais par une citation, on enrobe toujours de commentaires. Et c'est la structure qu'il faut respecter. Regardez comment c'est fait ici. Alors, sujet énoncé, première idée principale, si on veut. Tout d'abord, puisque la reine Guenièvre a accordé son amour à Lancelot, plusieurs avantages découlent de cette décision. Effectivement, celle-ci contribue non seulement largement à la renommée de Camelot. Alors, l'idée énoncée est suivie tout de suite par le « effectivement » qui commence l'idée secondaire. Alors, l'idée principale, l'idée secondaire vient à la suite et va illustrer l'idée principale. Effectivement, celle-ci contribue non seulement largement à la renommée de Camelot, mais elle profite particulièrement au roi Arthur. Lancelot consent à demeurer dans le royaume de l'ogre, essentiellement parce qu'il entretient avec la reine une relation amoureuse. Si tel n'était pas le cas, Lancelot, de même que les chevaliers de la parenté du roi Ban qui l'accompagnent, ne feraient sans doute pas partie de l'armée arthurienne. Ainsi, le roi Arthur serait privé des prouesses du meilleur chevalier du monde et de ceux de sa société. En effet, comme Lancelot est originaire du royaume de Gonde, on est toujours dans la première idée secondaire, et là intervient une citation. Et la citation, on ne peut pas juste l'introduire sans faire attention à la syntaxe. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « l'exemple suivant le prouve », 2 points. Et on ne se mêle pas d'intégrer la citation comme il faut à la syntaxe du texte. Ça, c'est très important et c'est ce qui fait la différence entre une bonne dissertation et une excellente dissertation. Comment on a intégré tout ça de manière fluide. En effet, comme Lancelot est originaire du royaume de Gonde, il pourrait très bien y retourner. Virgule, citation, s'il pouvait se passer la reine. Regardez comment ça se fond bien dans la syntaxe. Ça, c'est idéal, avec un appel de note de bas de page qui nous dit à quelle page on a pris cet extrait. Or, comme le dit Morgue, la sœur du roi Arthur, lors de la conversation qu'elle tient avec son frère,
Citation à nouveau, on peut les enchaîner comme ça. Lancelot aime la reine Guenièvre. Depuis le premier jour, il a reçu l'ordre de chevalerie et c'est son amour pour la reine qui, dès son adoubement, lui a fait accomplir toutes ses prouesses. Cependant, le premier à tirer profit des exploits de Lancelot est sans contredit le roi Arthur. Effectivement, ce dernier confirme au sujet de Lancelot sa présence et celle des siens rehausse tellement l'éclat de ma maison que personne ne saurait l'apprécier à sa juste valeur. Alors, le cependant marque l'introduction d'une deuxième idée secondaire qui va être assorti de preuves et qui va être accompagné de commentaires. Vous voyez comment on approfondit. Tout ça participe de la même idée principale, l'idée énoncée au début du paragraphe logique, mais on la décline, cette idée principale, en idée secondaire avec un commentaire analytique qui vient enrober les citations, de sorte qu'on a vraiment l'impression d'un texte bien construit, logique, articulé. Et ça se termine idéalement par une mini-conclusion ou une synthèse ou encore une transition, quelque chose qui nous mène vers le prochain développement, la prochaine idée énoncée. La reine Guenièvre est donc à la source de la gloire de Camelot, en ce sens que si elle n'aimait pas Lancelot, le roi serait privé de la part de ce dernier au sein de son armée. Donc, on vient de synthétiser le propos. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la redondance, et c'est le travers quand on fait des synthèses comme ça de type mini-conclusion, mais on peut éviter ce travers-là justement en amorçant une transition vers le paragraphe suivant. Un défaut de cette copie, qui par ailleurs est excellente, c'est les transitions d'un paragraphe à l'autre. Alors, vous êtes plusieurs à avoir écrit premièrement, deuxièmement, troisièmement. Ça, c'est le minimum syndical. Ça passe, mais ce n'est pas très habile. Essayez de faire mieux, essayez de faire plus élégant, essayez de faire des transitions qui sont sans couture. Alors, je vous ai reproché parfois d'avoir des coutures trop apparentes, c'est ça que je veux dire. Quand on dit par ailleurs, quand on dit on utilise des marqueurs de relation trop ostentatoires, on n'est pas dans la subtilité. On aurait pu laisser faire le par ailleurs. On aurait pu dire simplement, Lancelot voue un très grand respect à l'égard du roi Arthur et met tout en œuvre pour que la dignité de son suzerain soit préservée. Ça aurait été très bien. Des fois, la meilleure transition consiste en l'absence de transition. Alors, allez pas chercher midi à 14 heures, ce n'est pas requis. Je ne lis pas au complet parce que de toute façon, je vais déposer ce document sur Moodle. Vous pourrez vous familiariser avec, mais vous remarquerez qu'on a ce travers de commencer par ailleurs. Ensuite, on dit en outre, enfin, qui plus est. Alors, on revient avec des marqueurs de relation et c'est un petit peu trop apparent comme couture. Faites quelque chose de plus élégant si vous voulez pousser là, un peu plus loin. Cela dit, ça marche. Je ne vais pas vous enlever des points parce que vous avez utilisé les marqueurs de relation. C'est correct, on peut les utiliser. Mais si on veut dépasser le niveau primaire là, de la dissertation explicative et porter ça un peu plus loin, bien, on va essayer de rendre ça plus élégant. Et parfois, c'est aussi simple que de ne pas utiliser de marqueur de relation. Simplement commencer une phrase, normalement, sujet, verbe, complément. Et voilà, c'est mon idée énoncée. Donc, ce n'est pas toujours requis d'essayer de lier les articulations de manière très étroite. Alors, vous avez à la fin une conclusion qui là commence souvent par en somme, en conséquence, conséquemment. Ici, là, c'est en définitive. C'est assez clairement annoncé qu'il s'agit de la conclusion. Parce que l'amour qu'entretient Guenièvre avec Lancelot a des retombées positives sur l'armée arthurienne, sur l'harmonie de la cour et sur le roi lui-même, la reine est à l'origine de la gloire de Camelot. Alors, c'est ce qu'on appelle dans la conclusion la synthèse, où là, on fait le bilan de chacune des parties du développement. C'est comme si on reprenait un peu les mini-conclusions, mais on doit faire un effort pour porter ça plus loin. Il ne faut pas simplement être dans la redondance et dire ce qu'on a déjà dit. Il faut essayer le plus possible d'ajouter du neuf. Alors, il y a Joliane qui dit, pour info, on est généralement pénalisé si on n'en met pas dans les dissertations au cégep. Ce qui peut expliquer la présence d'autant de marqueurs. Ah oui, c'est bien possible. Surtout ceux qui ont passé par l'épreuve uniforme, on encourageait les gens à utiliser les marqueurs pour être sûr de ne pas se faire reprocher là, les manques de liaison logique et tout. Mais je vous dis qu'au niveau universitaire, on peut passer une étape supérieure, puis on peut faire quelque chose de plus élégant et moins in your face, là, moins instantatoire. Alors, vous avez donc cette synthèse qui doit apporter du neuf, idéalement, pas juste récapituler, mais apporter du neuf, et qui se termine par une ouverture, idéalement. C'est-à-dire qu'on essaie de finir sa composition en disant si je devais poursuivre la réflexion, j'aimerais l'étendre à tel aspect. Et là, vous essayez de convaincre votre professeur que vous avez tellement aimé rédiger une dissertation que vous avez envie d'en entreprendre une autre.
et que vous êtes rempli d'enthousiasme et que vous pensez peut-être y consacrer même votre projet de maîtrise. Alors ça fait plaisir au professeur. Mais il faut le faire de façon élégante, intelligente. Il ne faut pas que ça ait l'air toc. Et parfois, on fait ça juste pour s'acquitter là, de cette partie qui nous semble tous un peu inutile, mais elle peut être très intéressante. Elle peut ouvrir des perspectives inédites, originales et stimulantes. Alors, il ne faut pas négliger cette partie-là. Ici, on a une ouverture qui commence ici. Malgré le fait que la mort de roi Arthur ait été écrite au 13e siècle et qu'il fasse référence à une réalité étrangère au lecteur, ce roman est étonnamment simple, car même en 2007, sa compréhension est aisée. Alors, ça nous dit en quelle année ça a été fait. Comment les clercs, reconnus pour leur conservatisme, ont-ils pu produire un récit à ce point moderne? Est-ce parce qu'ils ont traité de l'amour, un sujet qui se veut actuel à toutes les époques? Une chose est certaine, pour réussir un tel exploit, ces ecclésiastes n'étaient sûrement pas de vulgaires copistes, mais assurément de véritables maîtres de la plume. Alors, voilà pour cet exemple de dissertation explicative. Alors voilà, j'ai fermé ça et c'est important pour moi de le présenter parce que si je ne fais que déposer le document sur Moodle, ce n'est pas sûr que vous allez aller le lire déjà et si vous le lisez, ce n'est pas sûr que vous allez reconnaître les structures. Alors j'ai pris ce temps précieux sur le cours et plus que je pensais finalement, parce que je crois que pédagogiquement, c'est très important pour vous, pour cette prochaine dissertation, de vous reporter à ce modèle qui est excellent, qui place la barre assez élevée, mais qui n'est pas non plus hors de portée de l'atteinte. Vous êtes capable de faire aussi bien, sinon mieux, je pense, mais au niveau de la structure des paragraphes, là, c'est un modèle à reproduire. Remarquez qu'il donne beaucoup d'exemples. Vous n'êtes pas obligé d'en donner 5, 6 par paragraphe. 2 exemples par paragraphe vont suffire, mais c'est absolument impératif d'avoir des exemples à chacun de vos paragraphes logiques. C'est-à-dire que vous devez citer le texte. Vous ne pouvez pas simplement dire ce qui se passe. Une des choses qui arrivent souvent dans les dissertations explicatives, un des travers encore, c'est la propension à résumer le texte plutôt qu'à le commenter de manière analytique. Alors, on raconte l'histoire. On dit, ben voici ce qui se passe. Il est arrivé telle chose, puis là, Guenièvre a fait ça, puis là, Lancelot est arrivé, il n'était pas content. On raconte tout ça. Mais pendant qu'on fait ça, on n'est pas dans l'analyse, on est dans le résumé. Alors, ce n'est pas ce qu'on demande. Une explication de texte demande un découpage analytique, un effort de synthèse qui dépasse largement le simple résumé. Alors, ça, c'est un commentaire qui revient souvent en marge de vos copies. Attention, vous êtes en train de résumer trop longuement. Et faites attention à ça. La meilleure façon de se sortir de ce travers, c'est justement de citer le texte. Quand on cite le texte directement, on n'a pas le choix de faire un commentaire analytique à la suite, sinon on est condamné à se répéter. Si on a commencé par le résumé, on le cite et on commente dans le sens de résumer davantage, ça fait un peu redondant et on s'en rend compte assez rapidement. Samuel, vous aviez levé la main à un moment donné. Oui, en fait, j'attendais simplement que vous finissiez de parler de ça parce que ça me faisait penser, si je peux poser la question maintenant, Oui. vu que la dissertation est remise, c'est juste à propos de la question de pourquoi Guenièvre est la cause de la gloire et de la chute de Camelot. Je veux juste savoir ce que vous en pensiez, vous, parce que moi, j'avais juste un peu de mal à faire, parce que je me disais, c'est une question simple, mais à force de lire le texte, j'étais comme, mais alors il est fait, en fait. Alors, il est fait. Oui, ben, on peut voir ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est que oui, elle l'aime, mais c'est pas elle, c'est pas de sa faute si Camelot est tombé, c'est de la faute des gens qui étaient amoureux d'elle. Oui, oui, puis j'ai beaucoup apprécié votre perspective. Votre dissertation était presque une défense du point de vue de Guenièvre, là. On lui fait un mauvais sort, un mauvais parti, une mauvaise réputation. On la rend responsable de tout ce qui va de travers, plus que tout ce qui va bien. Mais en fait, ça se passe un petit peu en dehors d'elle, la plupart de ces choses-là. Je vous invite quand même à aller lire le modèle de dissertation que je vous ai présenté. Il ressemble pas mal à ce que je pense du texte. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que ça pourrait m'entraîner trop loin, puis on doit parler du théâtre. Mais certainement, vous allez trouver là réponse à vos interrogations, je pense, et une vision du texte qui correspond pas mal à celle que j'ai là. Ma compréhension va pas mal dans le sens de celle de Guillaume, je peux le nommer, là. C'est Guillaume qui a signé cette dissertation, Guillaume Girard, en 2007. Alors voilà, je vais partager avec vous la présentation PowerPoint du jour. Le temps file déjà, il faut qu'on commence. Et le sommaire
déjà, donc le spectacle théâtral, c'est ce qu'il faut entendre ici, le mystère à la farce. Vous allez voir, ceux qui ont suivi mon cours de théâtre antique et son héritage moderne, qu'on récupère certaines images ici, mais j'ai fait un effort quand même pour ne pas carrément répéter ce qui a été dit, là. Je veux vous ménager, là. Je veux rendre ça utile pour vous. J'ai fait un effort de reconfiguration de la matière, puis de variation un petit peu dans la présentation des textes, sans quoi je voudrais simplement référer aux vidéos qui est déjà sur YouTube d'ailleurs, et je ne me serais pas donné la peine de donner ce cours. Alors, au sommaire, donc, vous avez le jeu liturgique, dont on va expliquer en quoi il consiste exactement, le théâtre religieux, et le théâtre profane. Alors là, c'est le début de notre cours comme tel. On laisse de côté les questions de cuisine. On aura l'occasion d'y revenir ponctuellement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez progresser dans vos lectures, vous aurez sans doute des questions. Quand vous aurez pris connaissance de la dissertation, du modèle et tout, on pourra discuter aussi de questions qui pourraient se poser. Mais pour l'instant, on laisse ça de côté et on s'attarde à la matière parce qu'il faut avancer. Il nous reste seulement, je pense, 2 cours sur le Moyen Âge, après quoi on enchaîne avec la Renaissance. Alors, vraiment, vous allez voir que ça va débouler à partir de ce moment-là. On commence avec les origines du théâtre et de manière assez paradoxale, le théâtre ressuscite au Moyen Âge en Europe sous la forme du drame liturgique au sein même de l'Église catholique. Et je dis de manière paradoxale parce que c'est l'Église catholique qui l'avait banni, le théâtre. Il faut savoir qu'à l'époque des pères de l'Église, Tertullien, Saint-Augustin, on écrivait des choses assez terribles sur le théâtre. C'était un art de la perversion et on s'est même prononcé en concile sur l'excommunication plutôt des comédiens. Alors, c'est vous dire à quel point ils n'étaient pas très bien considérés. Ça remonte aux origines du théâtre ancien, grec, et on en a parlé abondamment au trimestre dernier, mais ça va les suivre longtemps, les comédiens, cette espèce de malédiction, et là, qui prend la forme donc de l'excommunication, parce que c'est assez grave, là. On n'a pas le droit d'aller au paradis, on est exclu de l'Église si on est comédien, et on va jusqu'à bannir carrément le théâtre au 5e siècle. Pourtant, Saint-Augustin reconnaît que c'est un art qui a beaucoup de séduction, beaucoup d'attrait, mais en même temps, il le juge dangereux. Et Tertullien, lui, va plus loin, va dire que c'est carrément un art démoniaque. Alors, on fait fermer les théâtres et ça coïncide avec la chute de l'Empire romain, de toute façon, qui était devenu décadent et où on présentait une forme de théâtre abattardi qui avait plus à voir avec le spectacle de variété et les revues grivoises et de striptease. Il y avait des danseuses, des spectacles de nudité, de pornographique même, qui étaient présentés comme du théâtre. Mais ce n'était pas le théâtre tel qu'on l'avait connu chez Sophocle ou chez Euripide ou chez les Grecs en général. Alors, oubliez ça, c'était vraiment devenu tout et n'importe quoi. Alors, les chrétiens n'ont pas eu tort de penser que c'était une bonne idée de fermer les théâtres et de s'en débarrasser, mais ça va manquer cruellement à la culture de l'époque, du Haut Moyen Âge. Pendant 5 siècles, il n'y a pas en Europe de représentation de représentation théâtrale à proprement parler. Et c'est la première fois depuis l'invention du théâtre qu'on passe autant de temps, une période aussi longue, sans aucune production théâtrale, ni même écrite, parce qu'à la limite, on peut avoir interdit de jouer, mais on aurait pu avoir envie d'en écrire. Mais il faut croire qu'on avait l'esprit ailleurs. Alors, c'est assez paradoxal de voir cette Église qui a tant fustigé le théâtre décider de le ressusciter finalement sous la forme du drame liturgique. C'est qu'elle y trouve son compte, l'Église. Elle y voit l'intérêt au spectacle dramatique. C'est quelque chose qui va attirer beaucoup d'attention, d'enthousiasme auprès des fidèles. Et quand on arrive au 10e siècle, et on est rendu dans les offices religieux, je l'ai dit souvent, à parler tout du long en latin et à se rendre compte que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'on dit. On va chercher des moyens de se rendre plus compréhensible, en fait, de se faire entendre. Et pour se faire entendre, l'idée qui nous vient, la plus séduisante, c'est de représenter de manière dramatique, avec une mise en scène sous forme de sketch, sous forme de petites piécettes, des éléments de la Bible ou de la Passion, donc qui prennent la forme de représentation dramatique, qui donne à voir ce qui est évoqué,
de sorte que même si on a recours au latin, les gens vont comprendre, ah, ça c'est Marie, ça c'est Joseph, ça c'est la crèche, c'est la scène de la nativité. Manifestement, il y a un bœuf, il y a un âne et tout. Alors, on se retrouve avec ça et c'est très parlant. Et ça va exercer un pouvoir de fascination. C'est une époque où on n'a pas beaucoup de sources de divertissement. Alors, d'avoir comme ça à l'Église un spectacle qui nous est donné, auquel on comprend enfin quelque chose, c'est vraiment enthousiasmant. Et ça explique pourquoi, très rapidement, ça va prendre son essor. Alors, au 10e siècle, les offices religieux s'inspiraient de ces représentations dramatiques. On célébrait d'abord certaines dates. Alors, il y a une semaine avant Pâques, ce qu'on appelle le dimanche des rameaux, c'est le dernier dimanche avant Pâques. Et à cette occasion, on faisait une procession, c'est-à-dire qu'on sortait de l'église, on faisait un défilé. Ça existait encore au Québec il n'y a pas si longtemps, ça existe encore dans certaines cultures en Italie, en Espagne, très pratiquantes. On fait encore des processions. On sortait tout le clinquant, les habits de messe et l'ostensoir pour montrer des reliques éventuellement. Et on chantait des chants. À l'occasion de ces processions, il y avait parfois des petites séquences de chants et de réponses qui instauraient une espèce de dialogue théâtral où le chant et le contre-chant instauraient un dialogue finalement qui n'est pas sans faire penser donc à une représentation dramatique. Cette façon de penser le théâtre, ou en tout cas de l'introduire dans les processions, donc à la manière de celle du dimanche des rameaux, va inspirer éventuellement les gens à faire des petites scènes carrément à l'extérieur. Et j'ai mis sur le souhait de cette semaine un lien vers un document vidéo qui montre je pense que c'est un mystère, si je ne me trompe pas, là, représenté au 21e siècle, en France, quelque part, dans un petit village. C'est des amateurs qui font un peu comme on faisait à l'époque. Ils font une espèce de procession et vont jouer plusieurs scènes de la Passion parmi les gens de la ville. Alors, vous avez des gens habillés en costume d'époque, mais vous avez des gens tout autour habillés normalement qui regardent ça d'un air un peu interloqué et qui écoutent l'histoire sainte qui leur est racontée, qui prend vie dans les rues de leur ville. Alors, c'est tout à fait sympathique parce que ce petit vidéo vous montre, vous n'êtes pas obligé d'écouter au complet, c'est très long, mais vous montre à quoi ça pouvait ressembler. Ça vous donne une idée très, très claire de ce à quoi ça pouvait ressembler à l'époque, ce genre de procession, de défilé, et comment le théâtre a pu interpeller comme ça les gens et les amener à l'Église. En même temps, donc, les contre-chants qu'on retrouvait dans ces processions, on les retrouve aussi à la messe, c'est-à-dire qu'à la messe, il y a toujours des chants. Vous savez, il y a des petits livres, des petits missels, des petits livres d'église où on détaille des chansons, les chansons de la célébration liturgique, et vous avez souvent le prêtre qui, pour vous garder éveillé, vous demande de répondre. Hein. Alors, il est grand le mystère de la foi, etc. On attend une réponse. Nous célébrons ta résurrection. Je ne sais plus trop parce que ça fait trop longtemps que je suis allé. Mais il y avait des réponses attendues. Et c'est un spectacle interactif. Et ça nous garde donc sur nos pieds. On se lève, on se met à genoux, on s'assoit, on se lève, on se met à genoux, on s'assoit, et parfois dans le désordre. Alors, vous savez comment ça marche, et c'est un peu la dynamique qu'on essayait d'instaurer à l'époque. Alors, ces contre-chants évoquaient déjà la forme du dialogue. Alors, il y avait un dialogue qui s'instaurait entre le prêtre et les spectateurs, enfin les fidèles. Et au départ, bien sûr, ce dialogue, il est latin, ce sont des chansons latines, mais à un moment donné, on va introduire des tropes, des cantilènes qui vont être composées dans la langue romane. Alors là, tout d'un coup, les gens comprennent. Ils peuvent répondre dans leur langue. Alors là, ça devient très intéressant. Il y a un dialogue comme ça entre Marie et les anges au cours de la Passion du Christ qui date du 10e siècle, d'environ 925, qui est considéré comme l'embryon du drame liturgique. Alors, c'est un dialogue théâtral qui met en scène Marie et les anges qui sont en train de parler ensemble. Et c'est vraiment une première représentation théâtrale. On peut très bien s'imaginer comment ça a pu se passer. On peut imaginer des acteurs qui
tenaient le rôle de Marie, éventuellement des anges. On ne sait pas trop si ça a pris la forme de scénette ou ça a été simplement chanté par des gens avec réponse des uns et des autres. Mais on pourrait très bien imaginer faire une mise en scène et avoir quelqu'un qui incarne Marie, quelqu'un qui incarne l'ange Gabriel, etc., etc. Alors, Saint-Michel, c'est possible de se représenter les débuts du théâtre de cette façon. En 970, ce même dialogue entre Marie et les anges va être agrémenté d'une gestuelle de costumes qui apparaissent donc comme une première ébauche de mise en scène. On ne sait pas si à l'origine, il y avait beaucoup d'éléments de mise en scène, mais on sait qu'à partir de 970, en tout cas, c'est certain qu'on a ajouté un cahier de mise en scène, si vous voulez, avec des didascalies qui disaient, OK, Marie se déplace, elle va vers l'ange, lui tend la main, s'agenouille en disant, et là, vous avez les indications scéniques là, très précises à destination du comédien qui doit jouer ce rôle. Et je dis comédien à dessein parce qu'au théâtre, jusqu'à la Renaissance, les rôles de femmes sont joués par des hommes. Alors, il faut s'imaginer Adam et Ève comme finalement joués par deux hommes. Ça devait donner des scènes drôlatiques un petit peu. Et c'est vrai pour tout le théâtre du Moyen Âge, à l'exception peut-être de quelques farces. On pense qu'il y a eu des femmes pour jouer dans les farces, mais on n'en a pas de preuves formelles. Alors, il faut imaginer tous ces textes dont je vous parle avec des gens costumés, finalement travestis en personnages féminins. Alors, vous avez, durant les 2 siècles suivants, le drame liturgique qui évolue à travers des épisodes tirés de la Bible qui vont être joués par le clergé et les enfants du chœur. Alors, ce n'est pas des professionnels, loin de là. C'est des amateurs, c'est même de très jeunes enfants. Et peut-être vous avez fait l'expérience de ça, moi, quand j'étais petit et qu'on me forçait, bien malgré moi, à aller à l'église. Dans le temps de Noël, il se passait des choses amusantes. On faisait une petite scénette, on voulait représenter la nativité, la naissance du Christ. Et là, on recrutait à gauche et à droite des voisins, les enfants du voisin, etc., etc., pour jouer Marie, Joseph, Jésus. Et on était tout admiratifs. Aïe, aïe, Madame Mayotte qui fait Marie, c'est chouette. Et puis Joseph qui était joué par Clément, puis Christian qui faisait le petit Jésus éventuellement. Ça rendait ça vraiment très sympathique quand on connaissait les gens. Et c'est les prêtres qui les faisaient parler parce que c'est les comédiens de formation. Ils parlaient pour eux. Alors ça faisait tout un effort là, de mise en scène là, tout à fait sympathique. Et en plus, avec le micro, la voix portait davantage. Et ça égayait ces messes un peu longues, un peu trop longues à mon goût. Ça les rendait tout à fait sympathiques. Et c'est resté présent dans ma mémoire. Alors, il faut s'imaginer que ça ressemblait beaucoup à ça. Le micro en moins, là, bien sûr. La voix était amplifiée naturellement par les lieux. Maxime dit, quand il y avait une naissance dans le quartier, oui, c'est ça, effectivement. On était content de pouvoir compter sur un bébé tout neuf pour jouer le petit Jésus. Mais des fois, on le prenait plus vieux parce que les bébés tout neufs, ils pleurent à tout propos et on ne voulait pas gâcher la messe. Donc, on essayait de contrôler un maximum de paramètres. Alors, dans les 2 siècles suivants, le drame liturgique va évoluer à travers des épisodes donc, tirés de la Bible qui sont joués par les clergés et les enfants de chœur. Initialement, les éléments d'architecture qui sont employés sont les lieux de l'Église eux-mêmes, mais on va ajouter d'autres éléments. On va en venir à construire éventuellement des structures comme la mention, qui est une structure scénique symbolisant un lieu particulier. Ici, le temple de Jérusalem, par exemple. Alors, on va faire des tréteaux, petites plateformes avec des escaliers et on va bâtir une structure qui évoque dans l'esprit des gens très clairement un temple. Et on dit, ben ça, c'est Jérusalem. On va construire un gouffre, pas un gouffre, l'entrée d'un gouffre, d'un trou, avec une gargouille juste devant qui représente la bouche de l'enfer. Et là, on va dire c'est l'antre du diable. Et comme ça, tous les lieux importants de la vie de Jésus, par exemple, vont être représentés à travers une série de mentions, tantôt qui représentent Nazareth, Jérusalem, le désert, je ne sais trop. Alors, il y a plusieurs possibilités et ça prend donc la forme de petites mentions, de petites structures scéniques qui représentent un lieu donc précis.
Il y avait au départ donc l'utilisation du décor naturel, c'est-à-dire qu'on jouait avec les colonnes de l'église, on avait déjà des costumes, des habits sacerdotaux qui faisaient office de costumes théâtraux. Mais bientôt, on va imaginer des aménagements plus complexes et on va vouloir griller nos comédiens de costumes plus appropriés que l'habit d'un prêtre. Quand on joue Joseph, ce n'est pas tout à fait approprié de l'habiller comme un prêtre, ce n'était pas son métier. Alors, on va plutôt essayer de le costumer en charpentier, par exemple. Marie, on va lui donner une allure féminine le plus possible. Alors, il faut imaginer un effort là, pour rendre ça vraisemblable. Alors, la mention était donc une modeste structure et souvent, c'était, au début, en tout cas, c'était très simple. C'était une tente, par exemple, qui symbolisait le jardin d'Éden. Il faisait du camping, apparemment, dans le jardin d'Éden. Vous avez éventuellement des constructions plus complexes. Des gens vont bâtir carrément des décors en bois. Et là, ça va représenter tantôt le temple, tantôt Jérusalem, Nazareth, etc., l'étable dans laquelle Jésus est né. Et vous avez autour de cette mention une zone qu'on va appeler la platée. Alors, la platée, c'est une zone neutre qui est utilisée par les interprètes pour jouer autour de la mention parce qu'on ne peut pas tous être en même temps sur le tréteau, il n'y a pas assez d'espace. On va imaginer que tout autour du temple, il y a Jérusalem, il y a la ville, et les gens se déplacent. Et tout ça, c'est bien symbolique. Alors, vous dites, ouais, les gens doivent avoir du mal à comprendre. Non, pas du tout. Au contraire, ils avaient l'imaginaire très développé et ils étaient capables d'admettre ces lieux symboliques comme étant des représentations fidèles. C'est-à-dire que c'était bluffant pour eux. Là. On disait ça, c'est Jérusalem, puis ils croyaient que c'était Jérusalem. Et quand on avait un champ de bataille et qu'on plantait une pancarte qui disait champ de bataille, ils se le représentaient dans leur esprit, le champ de bataille. On n'avait pas besoin d'aller plus loin dans la représentation. On avait un goût pour les abstractions, une facilité à se représenter ces choses dont font état beaucoup de témoignages historiques. Alors, vous avez par la suite le jeu d'Adam qui va rendre plus sophistiqués les moyens d'expression théâtrale. Ça date de 1165, c'est l'évolution du jeu liturgique, où là, on aboutit à une histoire beaucoup plus structurée, beaucoup plus étoffée, beaucoup plus détaillée, où on est encore très proche du drame liturgique, mais on va pousser plus loin la caractérisation des personnages. En l'occurrence, il s'agit d'une trilogie qui est inspirée par le dogme de l'incarnation et qui va raconter tour à tour la tentation, le péché, le châtiment d'Ève et d'Adam, le meurtre d'Abel par Caïn, son frère, et éventuellement la procession des prophètes du Christ. Alors, il comprend 942 vers comportant des didascalies latines, riches et précises. Alors, le texte est en vernaculaire, c'est-à-dire il est en langue romane, mais les indications scéniques sont en latin. Alors, c'est intéressant de voir que les deux coexistent dans les manuscrits. Mais le théâtre constitue, à l'époque en tout cas, un mode d'expression nouveau dont les possibilités sont pressenties aussi bien par les écrivains profanes que par les glossateurs des textes liturgiques. Et on a, en plus de ces didascalies, des commentaires, des fois qui s'ajoutent, interprétatifs, un commentaire savant sur le drame d'Adam et ses applications théologiques, en quelque sorte. Alors, ça donne parfois des manuscrits qui déraillent un peu, là, qui vont dans tous les sens. Alors, on trouve des passages qui font intervenir aussi toutes sortes de considérations, mais aussi des personnages qui n'ont pas nécessairement d'affaires dans cette histoire-là. On va introduire des personnages proches de la vie quotidienne et du spectateur moyen qui vont, à un moment donné, faire figure de comic relief, c'est-à-dire qu'on va leur donner un rôle drôlatique qui va faire rire souvent les fidèles. Alors, on s'en offenserait presque aujourd'hui en disant, ben voyons, ça devait choquer les prêtres. Non, ça contribuait à garder le monde réveillé. Alors, on était content pour ça et c'était fait de façon respectueuse. Alors, si vous regardez le petit clip que j'ai mis sur le souhait de cette semaine du jeu d'Adam, vous allez voir qu'il y a plusieurs moments où on tourne un petit peu l'histoire en dérision et on pourrait penser que c'est irrévérencieux et que ce n'est pas correct de représenter Satan, la tentation, le serpent comme on le fait. Mais c'est permis par le texte. C'était déjà dans le texte, cette façon de le représenter, de ce jeu, de le mettre en scène, était déjà imbriqué dans le texte, dans le commentaire, dans les didascalies,
et ça rendait le texte plus facile à assimiler, à accueillir, à comprendre pour les contemporains. On a poussé l'exercice un peu plus loin, peut-être trop loin, dans le clip que j'ai mis. Bon, les personnages sont joués par des femmes, des vraies femmes. Alors là, on n'est pas dans l'exactitude historique. Dieu est incarné, c'est une très belle idée, par une femme. J'applaudis, pourquoi pas, hein? C'est charmant. Et vous avez Adam et Ève, joués par un homme et une femme, respectivement, en costume de bain. C'est sympathique aussi, mais ce n'est pas conforme, bien sûr, à ce qu'on faisait à l'époque. On n'aurait jamais osé représenter des gens à demi-nus comme ça dans l'Église. Vous avez Ève qui, à un moment donné, semble prendre des selfies avec un téléphone cellulaire. Bon, là, on a un petit peu déraillé au niveau de la mise en scène, mais ça donne quand même quelque chose de sympathique. Vous allez voir, c'est avec un accent assez charmant. Je crois que c'est des Belges qui ont fait ça. Je crois reconnaître l'accent belge, mais je ne sais pas de quelle région exactement. C'est certainement pas français là, typique, pas de l'Île-de-France, pas parisien, mais ça vaut le détour. Allez regarder quelques minutes, c'est assez sympathique. Ce n'est pas du grand théâtre, mais ça montre qu'on peut encore aujourd'hui porter sur les planches une pièce médiévale comme le jeu d'Adam. Et une pièce médiévale, en plus, religieuse. Là. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait y parvenir et rendre ça intéressant. Mais il y a un jeu amusant entre Ève et Satan qui est drôlatique. On dirait un type sorti tout droit d'un bled maghrébin. C'est assez sympathique, ma foi, la représentation qu'on en fait. Alors, la mise en scène comique de ces personnages et de leurs mésaventures, parce que ça devient presque des comédies à un moment donné, devient une partie obligée des jeux liturgiques à partir du moment où les gens embarquent là-dedans puis ils rigolent et les comédiens s'en permettent. Des fois, ajoutent des lignes qui ne sont pas dans le texte parce qu'ils veulent aller chercher un rire. Et là, ça commence à devenir agaçant. Ça, par contre, les prêtres n'aiment pas qu'on dévie et qu'on fasse du cabotinage comme ça pour aller chercher un rire, mais ça détend les spectateurs qui en redemandent encore et encore. Donc, on est dans un rapport un petit peu tendu par rapport à ça. On ne sait pas ce qu'on va faire. Ça va amener, à un moment donné, à l'exclusion du théâtre du sein de l'Église parce que ça finit par plus avoir rapport avec la messe. Ça finit par divertir les gens de l'essentiel, c'est-à-dire la célébration de l'Eucharistie. Un degré supplémentaire est franchi dans le développement du théâtre au Moyen Âge avec le théâtre d'Adam de la Halle. C'est un Arageois, quelqu'un d'Arage, et qui va composer le jeu de la Feuillée, notamment, et le jeu de Robin et Marion. Alors, je ne suis pas sur la bonne diapositive, là. C'est ici. Alors, Adam de la Halle, donc, auteur français, auteur arageois, dont le jeu de la Feuillée, composé vers 1276, et le jeu de Robin et Marion font partie des premières pièces de théâtre entièrement profanes de la littérature médiévale. Qu'est-ce à dire, pièces profanes? Ce sont des pièces où la religion est exclue. Il n'est pas question de Jésus, Marie-Joseph, Caïn et Abel, Adam et Ève. Il est question de toute autre chose. En fait, il est question de l'auteur lui-même qui se donne en représentation, je pense au jeu de la Feuillée, qui met en scène l'auteur lui-même, qui prend congé, finalement, un peu à la manière de cette tradition poétique instituée par Jean Baudel, du congé poétique, qui prend congé de sa famille, de ses amis, de sa femme, pour aller étudier à Paris. Et on a une série de scènes qui tournent en dérision les habitants de la cité, avec plusieurs épisodes drôlatiques, ça va un peu dans tous les sens. Le jeu de la feuillée, le titre réfère à un abri de feuillage autour d'une statue de la Vierge Marie, mais aussi c'est un jeu de mots, dit-on, sur la folie. Et il y a effectivement une espèce de folie qui traverse le texte, qui va un peu dans tous les sens. C'est pas facile à lire aujourd'hui, mais ça a beaucoup de mérite, quand on y pense, d'avoir produit de toute pièce une pièce totalement originale, qui n'est pas inspirée là, des auteurs latins ou grecs. C'est un récit là, contemporain qui est assez rigolo, somme toute, même si c'est très échevelé. Le jeu de Robin et Marion consiste en une bergerie, en quelque sorte. C'est une histoire de bergère, de berger. Robin aime Marion, Marion aime Robin, et Marion se fait courtiser à un moment donné par un chevalier
avec beaucoup, beaucoup d'insistance. Robin arrive sur l'entrefaite, le chevalier se désiste pour revenir à la charge et enlever Marion. Alors, ça va mener une confrontation entre Robin et le chevalier qui va tabasser Robin. Et bon, ça finit bien, ne vous en faites pas trop. Mais ça vous donne un peu le propos. C'est assez léger, c'est pas du grand théâtre. C'est avec des personnages un peu simples, issus de la classe populaire, en fait, du petit peuple. Hein. On parle de bergers, bergères. Et c'est assez charmant, ma foi, rafraîchissant. Et ça n'a rien à voir avec le théâtre sacré comme tel. Mais justement, le théâtre sacré, on y vient. On va en parler donc à la suite de ça. Au 12e siècle, le drame se joue sur les parvis. Alors, quand on commence à donner des représentations un peu plus complexes qui vont demander des décors détaillés, on va manquer d'espace à l'intérieur de la nef et on va vouloir déplacer les décors et, partant, les spectateurs et les comédiens sur le parvis de l'église. Alors, il faut imaginer qu'on a beaucoup plus d'espace devant comme ça et on peut monter ces décors tout à fait typiques où vous avez la bouche de l'enfer, vous avez l'eau, hein, Jésus a marché sur l'eau, paraît-il, vous avez Jérusalem, Nazareth, etc., qui sont représentés de manière assez stéréotypée. C'est toujours à peu près le même décor parce que c'est toujours à peu près la même histoire qu'on raconte. Alors, ça va se jouer sur les parvis. Éventuellement, ça ne sera pas encore assez gros parce qu'il faut se représenter que devant Notre-Dame de Paris, par exemple. Il y a une grande place aujourd'hui maintenant. Et on pense qu'on peut facilement amasser des milliers de personnes, comme on le fait aujourd'hui. Mais ce n'était pas comme ça que la ville était bâtie. Il y avait des maisons très, très proches de Notre-Dame, tout autour de Notre-Dame. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour s'y rassembler. Ça a été détruit plus tard, au 19e siècle. On a voulu élargir la place. Mais regardez la représentation qu'en fait Disney dans le bossu de Notre-Dame. Vous allez avoir une représentation qui est beaucoup plus juste historiquement de ce à quoi ressemblaient les environs immédiats de Notre-Dame. Il y avait des maisons tout autour, pas beaucoup d'espace. Alors, quand on veut faire des pièces qui vont attirer davantage de spectateurs encore, on va avoir besoin de sortir le théâtre, même des murs de la ville. Et ça va se faire presque en campagne, près des murailles. On va dresser les mêmes décors et les gens vont s'asseoir, vont s'installer pour écouter des pièces qui parfois durent plusieurs journées. Alors, c'est vraiment très particulier. On est au deuxième point, donc le théâtre religieux, et ça commence avec l'invention du miracle. Et je poursuis, puis si je vois qu'on a besoin d'une petite pause, je n'hésiterai pas à le faire, mais j'ai bon espoir qu'on va écouler assez rapidement la matière. J'ai 11 diapositives sur 28 déjà de terminer. Alors, l'invention du miracle, alors ça commence avec un auteur comme Rudebeuf qui va transposer sur la scène les récits miraculeux de Théophile, et la pièce s'intitule comme ça, là, Le miracle de Théophile, et ça date de 1262, on est au 13e siècle donc, et c'est l'histoire d'un prêtre défroqué qui, partant, a perdu toutes ses possessions. Quand on était saqué par l'Église, quand on perdait son office, on n'avait plus aucun bien, aucun revenu, et il se retrouve vraiment en mauvaise situation, Théophile. Il faut dire qu'il a un peu cherché, mais pris de désespoir, il va avoir la très mauvaise idée de contracter un pacte avec le diable. Alors, il conclut un pacte avec Satan, et ça va lui donner une certaine prospérité, une certaine fortune, mais après un certain temps, il va s'en repentir et demander à la Vierge d'intervenir. La Vierge, c'est la vraie grande héroïne de tout le théâtre médiéval. Elle intervient à tout propos, dans toutes les pièces, dans toutes les circonstances. C'est le Deus ex machina, littéralement. Et c'est elle qui va sauver le pauvre Théophile en arrachant au diable le pacte signé. Alors, cette histoire du miracle de Théophile a inspiré le fameux Faust et Satan, Méphistophélès qu'on retrouve dans l'histoire de Faust. C'est essentiellement la même structure narrative, là. Alors, c'est une pièce assez courte qui comporte seulement 700 vers. Ce n'est pas très long, hein, 700 lignes, pensez-y, là, 700 lignes, ce n'est pas très long, avec une grande variété dans la prosodie, cependant, et c'était composé en dialecte de l'Île-de-France. Vous avez lu déjà du Rudebeuf, on l'a fait la dernière fois, vous avez vu comment c'est éminemment accessible. Alors, on a ici une définition qu'on pourrait proposer du miracle. On pourrait dire que le miracle, c'est en fait une pièce en verre
variés, parce que la métrique peut varier. Ça peut être des vers octosyllabiques aussi bien que décasyllabiques, voire en alexandrin, qui racontent la vie d'un saint. Essentiellement, c'est ça, le miracle, c'est la vie d'un saint. Et l'Église en compte tout un rayon. Il y a des saints martyrs là, de toutes sortes. On y perd un petit peu le fil là, quand on se plonge là-dedans. Et à un moment donné, ça devient problématique parce que les gens vont vouer un culte à certains saints qui finit par les placer plus haut encore que la révérence due à Jésus-Christ ou à Marie. Et ça va devenir problématique pour l'Église qui va dire, attention, c'est hérétique, là, votre fascination pour les saints vous détourne du Christ et de la révérence que vous lui devez. Alors qu'ils sont un petit peu à blâmer dans la mesure où ils ont encouragé beaucoup la vénération des saints à travers donc ce théâtre, ces représentations qui les portaient là, vraiment au nu, qui disaient à quel point ils avaient été formidables et importants. Alors, il y en a que ça a détourné un petit peu de la vraie foi. Alors, le miracle raconte donc la vie d'un saint et il y en a une pléthore. Quelles sont les caractéristiques de cette forme théâtrale? Eh bien, là, ça devait apparaître puce par puce, mais c'est apparu d'un bloc. Allons-y tour à tour. Le siècle des miracles, c'est celui de la guerre de 100 ans. Il faut dire ça d'emblée pour mettre la table et on va comprendre un peu mieux pourquoi on retrouve dans les miracles le temps d'horreur. Alors, quand on est en proie à des conflits fratricides comme ceux qui marquent la guerre de 100 ans, on assiste à toutes sortes de choses terribles, des boucheries sans nom. Et bien sûr, ces massacres, ces brigandages, ces tortures vont marquer nos esprits. Et c'est normal, c'est tout à fait naturel que ça se reflète dans les productions contemporaines. Dans les miracles, vous retrouvez beaucoup de ces massacres, boucheries, tortures. Ce ne sont pas des contemporains qui sont torturés, ce sont des saints, parfois de l'Antiquité, mais c'est inspiré de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu récemment, au quotidien, pendant ces années de la guerre de 100 ans. L'inspiration est morbide, donc beaucoup de cadavres, beaucoup de mains coupées, beaucoup de corps brûlés, de gens exécutés de toutes les façons. Est-ce que Sainte Marthe est vénérée aussi? Oui, il y a plusieurs saintes, et notamment Sainte Agathe, Sainte Adèle, nommez-les, elles sont toutes là. Hein. Je pense qu'il n'y a pas un miracle pour chaque... Il y a à peu près un miracle pour chaque saint. Là. Vous avez donc ces pièces qui sont jouées en après-midi, parce qu'on bénéficie d'une lumière naturelle, c'est plus confortable, et on essaie de tenir ça à l'intérieur d'une période soutenable pour l'attention. Alors, ce n'est pas une journée entière au départ, c'est une pièce assez ramassée qui se déroule sur quelques heures, et la plupart du temps, les gens sont plus tranquilles après avoir mangé. On leur présente ça comme ça après le dîner, et puis on raconte ça assez rapidement. Ça va souvent se dérouler à travers 5 ou 6 lieux qui vont être associés à des mentions. Alors, on va construire des décors qui vont venir incarner ces lieux-là. Parfois, ça va être plus suggestif et symbolique. Une pancarte qui dit le siège de la bataille, puis on s'imagine que c'était le champ de bataille. Parfois, ça va être plus élaboré, mais c'est très variable. Il y a une certaine unité d'action qui est intéressante et qui montre qu'il y a un effort de réflexion là, au niveau de l'esthétique, de la vraisemblance, comment rendre ça cohérent, mais aussi crédible. Alors, l'unité d'action participe à ça. On retrouve contribue à ça. On retrouve une dizaine de personnages souvent dans ces pièces. Et c'est une forme semi-publique qui va être jouée devant souvent les amis de la troupe, les membres du clergé, un certain nombre de fidèles, mais pas nécessairement devant la ville entière. Alors, ce n'est pas aussi large comme audience que les miracles, par exemple, ou les mystères dont on va parler tout à l'heure. Je vous donne quelques exemples de ça rapidement. Vous avez d'abord les miracles de Notre-Dame, qui sont très nombreux. En fait, je parle des miracles de Notre-Dame comme d'un seul texte, mais il y a plusieurs textes des miracles de Notre-Dame. Et il y a plusieurs miracles de Notre-Dame. Je vous l'ai dit, la Vierge Marie est l'héroïne véritable de ce théâtre. Déjà qu'on la célébrait dans la poésie des troubadours,
à la fin de la période dont on a parlé la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines, de la fin à mort, on a remplacé le culte de la dame par le culte de la seule dame qui compte vraiment, la Vierge Marie, et c'est une figure incontournable dans ses compositions poétiques. Mais c'est aussi une figure incontournable dans les compositions dramatiques. Et les miracles de Notre-Dame nous racontent comment la Vierge multiplie les faveurs pour des gens de toutes sortes. Et parmi ceux-là, des parjures, des escrocs, des malfaiteurs, des assassins, pourvu qu'ils se repentent. Il suffit de dire à un moment donné, « Mon Dieu, j'aurais pas dû » ou « Sainte Marie, j'aurais pas dû ». Et la Vierge intervient, Deus ex machina, pour vous sauver des feux de l'enfer. C'est formidable, c'est une police d'assurance extraordinaire. On peut faire ce qu'on veut de notre vie, mais si on a un petit moment avant de mourir pour dire « Sainte Vierge, j'aurais pas dû », elle va passer l'éponge et essuyer tous nos péchés. C'est formidable, quelle aubaine. J'achète, je trouve l'idée excellente. Alors, on nous raconte dans ces miracles comment un ermite qui a violé la fille d'un roi l'a, à un moment donné, ensuite jeté dans un puits. Alors, il viole la fille du roi, puis pour cacher son crime, la jette dans un puits. Et là, au moment de la mort, il dit « Sainte Vierge, j'aurais pas dû », et toutes ses fautes sont rachetées. C'est formidable. C'est quand même toute une aubaine. On raconte comment, dans ces miracles, une sœur, une nonne, retourne au couvent, mais attention, après 30 ans de mariage. Elle avait quitté le couvent pour se marier, et là, elle vit dans la luxure pendant 30 ans, et elle se dit, au bout de 30 ans, « Ouais, il faudrait quand même que je pense à mon salut. Sainte Vierge, j'aurais pas dû. » Et voilà, toutes ses fautes sont pardonnées. Elle peut rentrer au couvent et finir en odeur de sainteté. C'est sainteté. C'est aussi cette histoire d'une mère infanticide qui avait tué donc ses enfants et qui va être condamnée au bûcher. Alors, au moment où on met le feu comme ça au bûcher, elle dit « Sainte Vierge, j'aurais pas dû, je regrette. » Et la Sainte Vierge va venir, Deus ex machina, la sauver du bûcher, la retirer, et elle s'en sauve indemne. C'est aussi cette histoire d'un archidiacre meurtrier de son évêque parce qu'il est jaloux et il veut prendre sa place, il veut lui succéder. Alors, il tue son évêque, ce qui est quand même assez damnant, vous en conviendrez. Mais après ça, pris de repentir, dit « Sainte Vierge, j'aurais pas dû. » Et voilà, lui aussi voit ses fautes rachetées. C'est formidable. Mais ce ne sont que des histoires de mains coupées, de jambes cuites et qui repoussent néanmoins. De vision céleste au milieu de scènes burlesques, parce qu'à un moment donné, entre nous, ça fait rire tout ça. C'est tellement exagéré qu'on en vient à rigoler. C'est du comique involontaire. Ce n'est pas nécessairement que les auteurs voulaient nous faire rire, mais c'est tellement exagéré que ça provoque le rire. Et déjà à l'époque, on a des témoignages de ça, des gens qui riaient à des moments incongrus. Un des personnages les plus connus de cette série, c'est Robert le Diable, qui est né à la suite d'un pacte avec Satan. La femme ne pouvait pas avoir d'enfant, puis elle a la mauvaise idée, mais elle se dit, bon, de toute façon, je pourrais toujours me racheter auprès de la Sainte Vierge à la dernière minute. Elle a la mauvaise idée de faire un pacte avec Satan pour enfanter de son petit Robert, qui va devenir un monstre d'homme, sanguinaire, vraiment colérique, sauvage, monstrueux, vraiment. Et à un moment donné, il va finir par s'amender et se réconcilier donc avec la foi, et même jusqu'à aller finir sa vie dans un couvent. Alors, c'est un peu emblématique de ces seigneurs malotrus, mal dégrossis, aux mœurs barbares, qu'on pointait du doigt souvent et qu'on appelait à se civiliser, à se repentir. Alors, c'est un peu le prototype de ça, un peu le modèle qu'on veut donner. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes comporté comme un goujat toute votre vie, un sauvage, que vous êtes un tueur sanguinaire, qu'il n'y a pas une possibilité de rédemption pour vous. Regardez l'histoire de Robert le Diable. Si Robert le Diable a pu mourir en odeur de sainteté, vous êtes capable, vous aussi, d'y parvenir pour peu que vous trouviez le temps de vous repentir. Alors, les miracles racontent toutes sortes d'histoires de ce genre, contiennent en germe même le théâtre élisabétain et des histoires comme celle de Macbeth, général qui convoite, finalement, qui flirte avec le régicide, qui complote pour tuer son roi et prendre sa place. Ces faits divers sanglants étaient racontés aussi dans la forme des miracles. Alors, ça pouvait très bien faire l'objet de ça. Là, il y a quelqu'un qui arrive,
qui était sorti. Alors, rebonjour Samuel. Le mystère est une autre forme qui est plus tardive, celle-là. Alors, on parlait des miracles. On enchaîne avec le mystère, qu'il faut distinguer donc du jeu liturgique, du jeu profane. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même sujet. C'est une forme plus tardive, le mystère, qui va connaître un succès colossal. Ça se développe au tournant du 15e et du 16e siècle. Et ça vise à enseigner l'histoire sainte. Effectivement, les gens n'ont pas le droit à l'époque de lire la Bible. Et comme ils ne comprennent pas trop ce que le prêtre raconte, il faut les éduquer le mieux possible. Et une façon de les éduquer, pour ceux qui ne savent pas lire, c'est de leur raconter la vie de Jésus, l'histoire sainte, depuis le début, encore et encore, à travers différentes représentations. Alors, ça devient un théâtre didactique, là, qui n'est pas juste porté sur le divertissement, là, qui a une vertu pédagogique. On apprend des choses sur la vie de Jésus à travers ça. Et le mystère va se jouer devant la ville entière. Alors, je ne sais pas, j'ai les caractéristiques ici. Alors, se joue devant la ville entière. Là, ce n'est pas dans l'église que ça se passe, il n'y a pas assez de place, ce n'est pas sur le parvis non plus. C'est extramuros, à l'extérieur des murs. On n'a pas le choix si on veut rassembler tout le monde. Et tout le monde est intéressé à y participer. C'est un grand événement, c'est quelque chose à grand déploiement avec des effets spéciaux. Des fois, il y a des comédiens qui ont failli laisser la vie. On joue avec le feu, les démons sont toujours accompagnés de flammes et il y a des comédiens qui se sont brûlés gravement, nous rapportent l'histoire. Donc, c'est un jeu un peu dangereux, mais ça donne des spectacles vraiment impressionnants pour l'époque. Alors, ça se joue donc devant la ville entière, à l'extérieur des murs. Ça comporte de 30 000 à 60 000 vers. Tout à l'heure, je parlais de jeux liturgiques de 700 vers. Imaginez à quel point 30 000 à 60 000, c'est plus long. C'est considérablement étendu. Ça peut s'étendre sur 6 et jusqu'à 25 jours de représentation. C'est beaucoup de théâtre, ça. Tous les jours, on se pointe à l'extérieur des murs, on s'assoit puis on regarde se dérouler devant nous l'histoire sainte. 6 à 25 jours de représentation autour de Noël, de la fête de Pâques et aussi de la Pentecôte, qui sont des moments importants, bien sûr, pour la chrétienté, et où on a intérêt à sensibiliser vraiment les fidèles à certaines questions là, doctrinales importantes. Alors, pour incarner les 200 personnages, quelques 200 personnages, et parfois on est allé jusqu'à 500 personnages, dans certains mystères, là, on a jusqu'à 500 personnages qui sont joués par les mêmes comédiens là, qui changent de costume et qui, tour à tour, vont prendre les différents rôles, plus une pléthore de figurants. Vous comprenez que tous ces personnages ne sont pas des personnages parlants nécessairement, mais on est allé jusqu'à 500 personnages qui étaient incarnés par une centaine d'acteurs. Alors, je pense que j'ai ça, une centaine d'acteurs, oui, ici, la puce ici, sans compter les figurants, donc, parce qu'avec les figurants, c'était plus proche donc, de 500. Il n'y a pas d'unité de lieu, de temps ou d'action dans ces pièces qui sont fleuves, là, qui s'étendent sur toutes ces journées. On parcourt allègrement les années, les siècles, et on s'y perd un petit peu. Là. Autant une ellipse peut être très brève, là, d'une année à peine, autant ça peut être plusieurs siècles passèrent. Et là, Adam et Ève, qu'on vient à peine de quitter, là, voient débarquer après eux Jésus, Jean le Baptiste, mettons. Tu sais. Alors, c'est quand même plusieurs siècles qui se sont passés, voire millénaires, et on ne se soucie pas trop de la chronologie. Des scènes se déroulent aussi simultanément. Alors ça, c'est un peu spécial, mais il faut s'imaginer que sur une scène, il y a un côté des acteurs qui sont en train de jouer une scène, puis de l'autre côté, d'autres acteurs qui jouent une scène différente. Alors, selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, on n'entendra pas ce qui se passe de l'autre bord, mais ça se joue simultanément. Et ça peut devenir un peu cacophonique. Puis là, on peut dire, ben attendez, moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'il raconte. Je vais aller voir plutôt ce qui se passe du côté de l'enfer. C'est nettement plus drôle. Et on s'approche de la bouche de l'enfer parce que c'est là que le fun arrive. Alors que Jésus est en train d'avoir des démêlés avec Ponce Pilate. Donc, tout ça se fait de façon simultanée. Les spectateurs sont comblés, mais ça se fait aux dépens des rigueurs du spectacle. Ce n'est pas très cohérent de raconter, enfin, de rapporter en même temps des scènes de façon concurrente. On ne peut pas suivre le texte de façon efficace dans ce temps-là. Alors, vous comprenez que c'était dû au fait qu'il y avait beaucoup de personnes, il fallait faire
fallait s'assurer d'être entendu. Et parfois, ceux qui étaient plus proches de la foule pouvaient être compris plus facilement. Donc, ça donnait des scènes concurrentes comme ça. Quelques exemples de ces mystères. Vous avez les Actes des Apôtres. C'est un mystère de 60 000 vers. Alors ça, c'est considérable, 60 000 vers. Et là, vous avez la représentation, vous avez la ville avec les murailles et vous avez la scène qui est dressée devant ces murailles et toute la foule rassemblée derrière avec un petit pavillon plus élevé là, pour les dignitaires, les nobles et tout. Mais ça fait beaucoup de monde là, à rassembler. Heureusement, ça se passait bien. Personne n'a jamais profité de ça pour attaquer une ville. Ça aurait été facile de prendre tout le monde et d'en finir. Mais il n'y a pas d'histoire à cet égard. On respectait quand même l'événement qui était sacré, en fait. Hein? On n'aurait pas voulu offenser Dieu. Alors, les Actes des Apôtres, c'est 60 000 vers. Et c'est aussi 494 personnages. Quand je vous disais que ça pouvait monter jusqu'à 500, 494 personnages joués en 40 jours. Ça s'étendait sur 40 jours. Ça, c'est comme un festival de cinéma là, qui dure 40 jours, où à chaque jour, vous allez passer plusieurs heures à voir des représentations. Ben, c'est un peu dans cet esprit-là. C'est considérable. Et ce mystère a été créé vers 1450 et il va durer, en fait, triompher pendant 90 ans. Pendant 90 ans, on va le jouer, le monter, le redonner encore et encore. C'est l'œuvre la plus gigantesque de l'histoire du théâtre médiéval, du répertoire médiéval français. Et ça vaut le détour quand même. Et ça raconte bien sûr les Actes des Apôtres, ce qui nous change un petit peu de la Passion de Jésus-Christ parce qu'on la connaît, la Passion de Jésus-Christ. On nous l'a raconté combien de fois, la mort de Jésus. À un moment donné, on a envie d'entendre autre chose. Et là, c'est ce qu'ont fait les apôtres, finalement, après la mort de Jésus, comment ils sont allés prêcher à travers le monde. Et ça nous donne plein d'épisodes exotiques. Et ça finit par des épisodes aussi croustillants que la mort de Saint-Pierre, qui, par humilité, demande à être crucifié, à mourir comme Jésus, mais la tête en bas, à l'envers. On va le crucifier à l'envers parce qu'il ne veut pas être crucifié comme Jésus. Ou Saint Paul qui se fait décapiter. Ça donne des histoires pathétiques. Et vraiment, c'est des histoires, des récits fascinants là, qui sont portés sur les planches comme ça. Alors, ce n'est pas étonnant que ça ait eu un tel succès et qu'on ait pu jouer ça pendant 90 ans. À côté de ça, vous avez la célèbre Passion d'Arnoul Gréban, qui fait figure d'enfant pauvre parce qu'elle ne comporte que 34 574 vers. C'est la moitié du compte des Actes des Apôtres. Elle ne comporte que 400 personnages plutôt que ces 494 qu'on évoquait tout à l'heure. C'est quand même pas mal. Hein? Si un jour vous écrivez une pièce avec 400 personnages, vous allez comprendre que c'est exigeant là, pour l'auteur. Et c'était joué en beaucoup moins de jours, 10 fois moins de jours, c'était joué en 4 jours. Ça, c'était du théâtre light au Moyen Âge. La première journée racontait la création avec le meurtre d'Abel, la mort d'Adam, naissance et enfance de Jésus. La deuxième journée, c'était la prédication de Jean-Baptiste. Alors, on saute pas mal d'années, hein, chronologiquement. La troisième journée, c'était la passion elle-même de Jésus-Christ, comment Jésus-Christ va être jugé par Ponce Pilate et condamné à la crucifixion, à sa mort. La quatrième journée, la résurrection et puis l'ascension. Alors, ça pouvait tenir assez bien sur 4 jours comme ça. Le mystère français va cartonner et va servir de modèle à toute l'Europe. Et en Espagne, par exemple, on va produire des mystères comme ça qu'on appelle auto sacramental. C'est essentiellement inspiré du mystère français, mais c'est précédé d'une procession avec des chars allégoriques, des figures de carnaval. Ça prend un aspect plus festif. Il fallait compter sur les Espagnols pour rendre ça festif. Tous les prétextes sont bons et ça donne donc une représentation là, vraiment très importante qui rassemble les gens parce qu'on défile en procession avec les chars et les gens suivent ça et ils vont sortir de la ville pour assister à la représentation. Puis c'est une bonne façon de mousser la représentation. J'en viens au théâtre profane et c'est le dernier point du cours et vous allez voir, on a vraiment presque terminé. Le théâtre profane qui se développe vraiment finalement qu'après la guerre de 100 ans, parce qu'il y a eu quelques essais. On a parlé d'Adam de la Halle.
On a parlé du jeu d'Adam, le jeu de la feuillée. On a vu qu'il y avait quelques essais, tentatives de théâtre profane, donc qui n'ont pas de rapport avec la religion. Il se développe quand même sur le tard, en rivalité avec ces mystères qui vraiment fascinent tout le monde et qui ont beaucoup plus de profondeur, mais débouchent, ou découlent plutôt, de ces jeux scéniques où on avait des représentations des fois qui viraient à la comédie, presque de manière involontaire, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui ajoutaient des lignes, qui faisaient du cabotinage, et là, ça faisait rire les gens, mais ça agaçait les prêtres. Et à un moment donné, on a voulu détacher ces éléments-là comiques du jeu liturgique, et ça va donner des pièces de plein titre, indépendantes, qui n'ont rien à voir avec le drame liturgique. Et c'est comme ça que, tranquillement, le théâtre profane connaît son essor. Il a existé avant la chrétienté. On a eu un théâtre profane très riche chez les Latins, chez les Grecs aussi, mais il connaît une renaissance, paradoxalement, à travers le jeu liturgique, à partir du moment où on se met à cabotiner, puis on se fait botter le derrière en dehors de l'église, et arrangez-vous avec vos sketchs, allez faire ça ailleurs. Et là, tous les endroits sont bons. On peut jouer ces petits sketchs sur la place publique. On peut monter des tréteaux. On peut faire des représentations à gauche et à droite. On imagine que des jongleurs ont pu improviser des monologues ou en faire raconter des histoires comme ça qui n'étaient pas nécessairement chantées et qui prenaient un tour dramatique, une mise en scène où on personnifie des personnages. Pourquoi pas? Alors, on peut essayer de reconstituer un peu ce qui s'est passé à travers la création de ce genre, de la farce, en se demandant d'abord qui étaient les promoteurs de ces spectacles, qui étaient les écrivains derrière ces farces, qui sont pour la plupart anonymes. D'abord, on retrouve les clercs de la Basoche, des étudiants en droit qui, pour se divertir, comme il se doit, en milieu de session, des fois, on s'ennuie, et pour s'amuser un peu, on va écrire des trucs drôlatiques. Alors, ils vont s'amuser à écrire des scénettes, des pièces carrément, où on s'amuse de tout et de rien. Et bien sûr, où il n'est pas question de religion, parce qu'on ne veut pas offenser personne, on ne veut pas attirer sur nous les foudres du clergé, et on fait ça juste pour rigoler, donc on va raconter des histoires profanes. Alors, les clercs de la Basoche, des étudiants en droit, il y a les Enfants sans souci de Paris, une autre association, c'est comme, il y a des assos à l'université aujourd'hui, l'association des étudiants en lettres, des gens en génie, etc., etc. Imaginez que ces gens-là décident pour se divertir d'organiser des petites pièces de théâtre qu'ils vont composer eux-mêmes et qu'ils vont mettre en scène et jouer eux-mêmes. Alors, c'est des amateurs, ce n'est pas un théâtre professionnel d'aucune façon, et c'est joué entre eux la plupart du temps, devant un public assez limité. Des fois, on va sortir ça de l'école, on va jouer ça sur la place publique, mais ça demeure assez marginal. Ce n'est pas des représentations qui peuvent rivaliser d'aucune façon avec les mystères hors des murs, comme ceux que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez aussi les sympathiques connards de Rouen, qui sont une autre association d'auteurs. C'est des ouvrages collectifs. On ne sait pas qui vraiment a fait quoi là-dedans. On sait que c'est des collectifs là, qui ont rédigé ces pièces et qui vont les jouer un peu partout. Alors, où les représentations ont lieu la plupart du temps en plein air, et comprennent en général plusieurs pièces. Alors, c'est des pièces très courtes, la plupart du temps, les farces. Il y en a des plus longues, comme la farce de Maître Patelin, mais la plupart du temps, c'est assez bref. Et on va vouloir en faire succéder plusieurs épisodes comiques pour divertir les gens, les garder amusés. Alors, on enchaîne ça, plusieurs pièces. Parfois, ça va être une sotie, une forme que je vais présenter tout à l'heure, un monologue, un sermon joyeux. Un sermon joyeux, c'est un sermon travesti. On fait comme un prêtre qui monte en chair pour faire son sermon, mais on le tourne au ridicule. Ça peut être une moralité, ça peut être une farce. Donc, toutes les pièces comiques sont par nature assez courtes. Dans ces représentations, c'est 300 à 500 vers. La plupart du temps, c'est en vers, mais ça peut être aussi en prose. Il va y avoir des textes plus tardifs là, qui ne sont pas versifiés. Exactement, en quoi ça consiste, ces farces? Les farces, ce sont au départ des petits intermèdes. On appelait ça des farcissures. Alors, quand on faisait des représentations comme
les mystères ou les miracles, surtout les mystères qui s'étendaient sur plusieurs jours, des fois, on avait besoin d'intermèdes pour se reposer la tête un peu. Et ça arrivait qu'on faisait monter sur les planches des acteurs qui, eux, n'avaient pas joué toute la journée, qui faisaient du cabotinage, qui faisaient un petit sketch sympathique, drôlatique, qui n'avait rien à voir avec le mystère et l'histoire sainte, mais qui faisait rire tout le monde et détendait les esprits. Sauf que ça entrait parfois en collision frontale avec les valeurs de la religion. Donc, on a demandé à ces farceurs d'amener leur farcissure ailleurs. Donc, on les a déplacés. Alors, il s'agissait au départ de remplir les interstices des pièces religieuses. C'est pour ça qu'on appelle ça des farces. Ce sont des petits intermèdes, ancêtres des comédies modernes, dans lesquels il s'agit essentiellement de faire rire. Et quelle forme ça prenait, comment on s'y prenait? Bien, les farces reprennent les sujets et la tonalité des fabliaux. Si vous avez déjà lu ces récits comiques, sinon, ce n'est pas plus grave, on va en parler dans les prochaines semaines. Les fabliaux du 13e siècle, ce sont des petits récits brefs, souvent grivois, pour faire rire. Et de même, on retrouve dans les farces un comique grossier, des pièces burlesques qui comportent une action simple, rapide, faite de répétitions et de surprises très nombreuses, avec des personnages récurrents, des personnages qu'on voit revenir d'une pièce à l'autre. Et qui sont caricaturaux. Là. Ce sont des personnages types, un peu comme on les retrouve dans le théâtre latin, vraiment, et qui préfigurent ceux du théâtre de la Commedia dell'arte. Alors, la farce, c'est une forme qui est appelée à évoluer, qui va donner ce qu'on connaît au 16e siècle et dont on va parler bientôt, cet art raffiné du cabotinage, des sparages de toutes sortes, des culbutes, des cabrioles, avec des personnages hautement stéréotypés, comme Harlequin, Pantalone, etc., le docteur. Alors, on retrouve déjà des personnages comme ça, celui du badin, du naïf, de l'innocent, le candide, des personnages typiques, comme dans le théâtre classique latin. Ça raconte souvent les infortunes de la vie conjugale. Allez savoir pourquoi. Les gens sont malheureux. Et pourtant, il y a un traité qui s'appelle « Les 15 joies du mariage ». Il faut croire que ce n'est pas tout le monde qui l'avait lu. Alors, souvent, c'est donc les infortunes de la vie conjugale, comme dans la farce du Cuvier, qui raconte comment un homme se voit pris à partie par sa femme et par sa belle-mère, parce qu'il ne fait pas sa part de tâches ménagères. Ça avait déjà commencé. Hein? L'équilibre des tâches n'était vraiment pas respecté à cette époque-là. Et la belle-mère fait honte au mari en disant « Mais t'es indigne d'être mon gendre, tu n'es pas capable de te ramasser, tu n'es pas capable d'aider, tu n'es pas capable de faire ta part. » Et on va préparer pour le mari une longue liste de tâches à faire. Et c'est sur un relais qu'on consigne toutes les tâches en disant « Bon, voilà. » Tu dois faire ça, tu es responsable de ça, bien sûr les poubelles, hein, parce que c'est toujours l'homme qui s'en charge, et tout et tout. Et à un moment donné, alors qu'elles sont en train de travailler à nettoyer une cuve très, très profonde, la femme et sa mère vont tomber dans le fond de la cuve. Et elles sont prisonnières de la cuve, incapables d'en sortir. Alors, elles appellent à l'aide le mari. « Oh, mon mari vient nous sauver. » Oui, ça ressemble à des impros, effectivement, avec les mêmes caractéristiques de l'impro, ces petites pièces-là, mais celle-là était vraiment consignée par écrit. Alors, c'était un texte que les comédiens devaient apprendre. Sans doute, ça a évolué à partir de sketchs improvisés, mais ça a été consigné par écrit. Et donc, elle appelle son mari. « Mon mari vient m'aider, vient me sauver, vient sauver ta belle-mère, ta chère belle-mère. On est complètement coincé, on ne peut pas sortir de la cuve. » Et là, le mari arrive et déplie son relais et regarde ses tâches. Non, je suis désolé, c'est pas sur mon relais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, j'ai beau lire ma liste de tâches, je ne vois nulle part sortir mon épouse d'une cuve où la belle-mère. Alors, je suis désolé, mais c'est pas dans le contrat. Mais la femme dit, mais mon mari, tu ne vas pas nous laisser là, on va mourir. Ben, je suis désolé, moi, j'ai la liste de tâches et c'est dit nulle part. Alors, je ne peux pas le faire. Alors là, bien sûr, la belle-mère et la femme vont plaider
pour que le mari les sorte de là. Elles vont dire, mais déchire-le ce relais, oublie ça, on était trop dur envers toi, c'est une bonne leçon pour nous, on a appris notre leçon, on ne te fera plus le coup. Et le mari magnanime va accepter de sortir sa femme et la belle-mère de la cuve. Alors, c'est ça la farce du cuvier, vous voyez, un comique bon enfant qui ne porte pas trop à conséquence, qui n'est pas particulièrement vulgaire, mais souvent assez misogyne, mais ça étonnera personne au Moyen Âge. Alors, combien de farces sont parvenues jusqu'à nous? Eh bien, un total d'environ 150 farces qui ont été conservées, composées entre 1440 et 1560, une période vraiment prolifique pour ces farces. C'est quand même un pas pire patrimoine. Les plus célèbres, la plus célèbre et la plus élaborée, c'est la farce de Maître Patelin. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. J'ai mis sur le souhait de cette semaine un extrait de cette farce. Vous avez le texte complet si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir que c'est un français encore plus moderne que les textes précédents. On se rapproche vraiment du moyen français à cette époque-là. Et vous avez aussi un petit clip repiqué sur YouTube qui est une mise en scène, je pense, des années 50 au cinéma. Là. On a porté au cinéma la farce du Maître Patelin au complet. Alors, allez voir quelques minutes seulement. Là. Faites pas exprès pour vous y attarder. Ce n'est pas si intéressant que ça. Les acteurs, la mise en scène est un peu datée. Tout ça, c'est un peu daté. Mais ça vous donne une idée de la dynamique comique qui fonctionne encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on rit encore de l'histoire de Patelin. Alors, c'est la pièce la plus souvent adaptée, encore représentée aujourd'hui. Il y a des années où on peut voir en France, un peu partout dans le monde, la farce de Maître Patelin. C'est une pièce qui est plus longue que la moyenne. Elle compte environ 1500 vers. Pour une farce, c'est beaucoup. Et c'est le schéma classique du trompeur trompé. Alors, vous avez Maître Patelin là-dedans qui a entrepris de refaire sa garde-robe et qui s'en va voir le drapier, Maître Guillaume, pour lui acheter du matériel. Le pépin, c'est que Patelin n'a pas d'argent. Il dit, vous viendrez chez nous, je vais vous payer à la première occasion, c'est sûr. Alors, Guillaume débarque à un moment donné chez Patelin pour réclamer son dû. Et Patelin va faire semblant d'être malade, d'être mourant en fait, complètement délirant. Il parle un latin macaronique qui n'a aucun sens, là, c'est n'importe quoi. Et Guillaume n'est pas dupe, il se rend compte qu'il est en train de se faire berner, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à partir du moment où l'autre fait l'imbécile, puis il refuse de lui répondre et il refuse de le payer. On apprend un peu plus tard que Guillaume le drapier est aux prises avec un employé, Thibault Lagnolet, qui lui vole des moutons et lui fait un procès à ce Thibault Lagnolet. Or, qui Thibault Lagnolet va-t-il recruter comme avocat? Nul autre que Maître Patelin, dont c'est la profession, et qui se présente en cours devant Maître Guillaume, surpris de voir, de retrouver celui qu'il croyait presque mort à l'article de la mort, même s'il n'était pas tout à fait dupe, venir défendre comme ça l'accusé Thibault Lagnolet. Et ça confond Guillaume qui tantôt accuse devant le juge Patelin et tantôt parle de Thibault Lagnolet, de sorte que le juge est un peu confus et dit constamment revenons à nos moutons, là, parce que lui, ça ne l'intéresse pas l'histoire des draps et des paiements non effectués. Il veut savoir ce qui s'est passé avec Thibault Lagnolet. Alors, pour être bien sûr de tromper Guillaume jusqu'au bout, Patelin va instruire Thibault Lagnolet de faire l'imbécile. Il lui dit, à chaque fois qu'on va te poser une question, tout ce que tu as à faire, c'est faire l'imbécile et répondre bé en bêlant comme ça. Ils vont penser que tu es complètement con, puis ils vont te laisser tranquille. Alors, Thibault suit la consigne et à chaque fois qu'on lui pose une question, répond bé comme ça. Alors, ça dure un certain temps, jusqu'à temps qu'on se décourage. On dit, il n'y a rien à faire avec un imbécile comme ça, là, on ne peut pas le condamner. Le pauvre a perdu son esprit. Alors, Patelin se félicite et dit, voilà, ça a marché. Maintenant, Thibault, il faut me payer. Et Thibault dit, non, ça ne marche pas avec moi, là. C'est moi qui t'ai donné le truc, là. C'est très drôle, mais il faut me payer maintenant. Et Thibault de répondre, et de refuser de payer Patelin. Alors, c'est l'histoire classique du trompeur trompé qui se fait servir la même salade avec de nombreux jeux de mots, plus ou moins subtils. Ce n'est pas toujours de l'humour raffiné, mais ce n'est pas grave, c'est sympathique, avec une caractérisation psychologique des personnages assez poussée quand même.
Guillemette, la femme de Patelin, a son caractère. On y croit, à cette femme, à cette dynamique, cette complicité entre les deux. Et le drapier, Guillaume, est assez bien caractérisé aussi. C'est assez impressionnant de voir à quel degré d'achèvement on était parvenu dans cette forme de farce. Alors, vous avez d'autres formes comiques. Et on va terminer là-dessus. Ce sont les dernières diapositives. Il en reste 2 maintenant. Et d'abord, la sotie ou les soties, ce sont des pièces comiques, encore une fois. C'est par référence à des confréreries, comme celle que j'évoquais tout à l'heure, les connards de Rouen et autres, dans lesquelles les acteurs ont à leur tête un prince des Sceaux. Alors, on faisait toutes sortes de fêtes, de carnaval, et on nommait une mère sotte et un père sot, un maître sot. Et ce prince des Sceaux, cette mère sotte, devait porter un costume aux attributs de fou. Alors, c'était des bouffons, en fait, costumés en bouffons. Et il se livrait à des parodies carnavalesques, pleines de jeux de mots, de plaisanteries, qui tournaient en ridicule les puissants. Alors, dans le cadre des sotties, on pouvait se permettre de rire à la face des puissants, des seigneurs, des grands ecclésiastiques, des rois même, et c'était toléré. Ce renversement où on avilissait, on rabaissait les puissants et on élevait les faibles était toléré comme un exutoire qui gardait les esprits tranquilles. Alors, si on peut se défouler une fois de temps en temps, là, les Romains avaient compris ça, hein, donnez-leur du pain et des jeux et ils vont rester tranquilles. Ben, on avait compris au Moyen-Âge que quand on laissait les gens se défouler un petit peu à travers donc ces sotties, ces mises en scène burlesques des puissants qu'on tournait au ridicule, ben, on se rendait compte que ça pacifiait un peu les esprits et qu'on avait moins le goût de la mutinerie. Alors, ça servait d'exutoire. Vous avez aussi donc des moralités qui sont des pièces didactiques. Alors, vous savez que le Moyen-Âge est très friand d'allégories. Alors, dans les moralités, vous avez des personnages allégoriques, la mort, par exemple, avec Sappho. Vous avez des abstractions comme dans la chanson, pas la chanson, mais le roman de la Rose. Vous avez des incarnations de l'amour, vous avez des incarnations du désir, alors toutes sortes de figures allégoriques, abstraites en fait, qui vont permettre d'aborder des sujets de toutes sortes, religieux, moraux, politiques, et souvent qui vont prendre un tour burlesque. Encore une fois, ça quelque chose de carnavalesque, mais pour dénoncer des travers, par le biais de la satire, mettre en évidence des aspects problématiques de la société, alors, soit au niveau de la moralité, de la politique, de sujets religieux. Donc, un fond, un discours quand même philosophique qui traverse ces pièces. Ce sont des pièces didactiques. On sait comment le Moyen-Âge est amoureux de la pédagogie et il ne manque pas une occasion d'enseigner à travers ces représentations, même quand c'est des représentations comiques. Alors, vous avez aussi des monologues. C'est la dernière diapositive. Vous avez des monologues ou sermons joyeux sur le modèle des anciens sermons et des boniments aussi de jongleurs. Et là, je veux partager avec vous un des sermons, enfin un des textes qui a donné un peu le modèle, qui a servi de modèle pour ces compositions, sermons joyeux et monologues. Et je vais aller chercher le souhait de cette semaine que je ne vous ai pas encore présenté, qui est ici. Alors, théâtre religieux et mystère, vous avez le drame liturgique, vous avez tout ça qui est présenté ici. C'est le petit vidéo sympathique dont je vous parlais tout à l'heure. C'est Ève qu'on voit ici avec Satan. Vous irez regarder un petit extrait. Le lien est disponible sur Moodle déjà. Vous avez les miracles et beaucoup de miracles sont énumérés ici. Et si vous cliquez sur les liens, ça donne la pièce au complet. N'allez pas tout lire, mais vous pouvez peut-être regarder un peu à quoi ça ressemble. Vous avez les mystères, le mystère de la passion dont je parlais tout à l'heure. Tout est détaillé ici. Vous avez le théâtre profane avec le jeu de la feuillée, le jeu de Robin et Marion. Mais ce vers quoi je veux... Alors, vous avez un personnage de bouffon ici. Hein? Les sots étaient costumés de cette manière. Ce dont je voulais vous parler plus particulièrement se trouve à la fin, les farces. Et là, il y a une petite vidéo de la farce de Maître Patelin. L'ancêtre des sermons joyeux, de ces monologues comiques
dont le plus célèbre est peut-être le Franc Archer de Bagnolet. C'est un texte qu'on dit parfois avoir été composé par François Villon, mais il y a des doutes, sérieux doutes là-dessus. C'est l'histoire d'un matamor, d'un bravache, d'un gars qui se vante de ses exploits guerriers, mais qui se révèle être un trouillard de la pire espèce, un pleutre, qui, dès qu'il y a un bruit moindrement menaçant, s'enfuit, se cache et crie comme un enfant. Là. Alors, on voit comment ça peut donner lieu à une scène comique. C'est un type qui se présente sur la scène, le Franc Archer de Bagnolet, c'est un militaire, et il se vante de ses exploits. Arrive justement un petit truc qui le perturbe, et là, on se rend compte que c'est vraiment pas le brave qu'on pensait. Alors, c'est l'ancêtre de nos monologues aujourd'hui. Nous, on a des humoristes très actifs au Québec qui font des spectacles de monologues comme ça et qui sont probablement pas conscients qu'ils sont en train d'incarner, de donner vie à une tradition qui remonte au Moyen Âge. C'est vraiment à cette époque qu'on invente la formule. Et à l'origine de ça, du sermon joyeux ou du monologue comique, vous avez le bonimenteur, le boniment. Et un boniment célèbre, c'est le dit de l'Herberie de Rudebeuf. À l'origine du terme bonimenteur, on retrouve le verbe bonir qui désigne un propos débité pour plaire et pour convaincre les badauds. Au Moyen Âge, les bonimenteurs parcouraient les foires et les marchés pour y vendre des onguents ou bien encore pour arracher les dents, tout en faisant preuve d'un grand luxe dans le discours. Alors, vous savez comment les gens, dans le Far West, vendaient des remèdes miracles et on a dans la tête des représentations de ces vendeurs ambulants qui arrivent en chariot puis qui sortent leur petite bouteille puis ils disent « Prenez de ce flacon miraculeux qui guérira tout, depuis votre calvitie en passant par vos caries et vos cornes aux pieds. Tous vos soucis seront réglés par une seule gorgée de ce remède que je vous cède à prix d'amis. » Alors, vous représentez un peu à quoi ça pouvait ressembler. De l'héroïne liquide, dit Maxime. Oui. Alors, vous avez ici un extrait du dit de l'Herberie de Rudebeuf. Et c'est un boniment, tout à fait typique de ces charlatans qui essaient de nous vendre des trucs. Lui, il nous vante son arsenal d'herbes qu'il a colligé un peu partout à travers le monde et qui ont des effets miracles. Alors, imaginez-vous un comédien en train de raconter son boniment comme on ferait aujourd'hui avec un monologue. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Taisez-vous et asseyez-vous. Voyez mon herberie. Je vous le dis par Sainte-Marie, ce n'est pas le marché aux puces, mais des produits de qualité. J'ai l'herbe qui redresse les bites et celle qui rétrécit les cons. Sans peine. De toute fièvre, sauf la fièvre carte, je guéris en moins d'une semaine. À coup sûr. Je guéris aussi de la fistule. Alors, c'est une fissure anale. Si haute ou si basse qu'elle soit, je la réduis complètement. Si la veine du cul vous élance, je vous en guérirai sans contestation. Et de la rage de dents, je guéris très habilement avec un petit peu de longan que je vais vous dire. Écoutez comment je la préparerai. Je vais vous décrire sa préparation sans mentir. Je ne plaisante pas. Prenez de la graisse de marmotte, de la merde de linotte, le mardi matin, de la feuille de plantain, de l'étron de putain, bien ignoble, de la poussière d'étrille, de la rouille de faucille, de la laine, de la balle d'avoine, pliez le premier jour de la semaine et vous en ferez un emplâtre. Avec le jus, lavez la dent, mettez l'emplâtre sur la joue. Dormez un peu, je vous le conseille. Si au lever, il n'y a pas de la merde et de la boue, Dieu vous confonde. Écoutez si vous voulez bien, vous n'avez pas perdu votre journée quand vous pouvez faire cela à quelqu'un. Alors ça, c'est un extrait à peine très, très court, donc de ce dit de l'Herberie. Vous comprenez un peu le topo, vous voyez comment ça vire à la plaisanterie. Et c'est important de vous présenter cet extrait-là parce que vous allez lire bientôt Rabelais. Et vous allez voir chez Rabelais des trucs comme ça qui sortent de nulle part avec des énumérations à n'en plus finir où on accumule des propos là, burlesques, grivois, sur les bites, les cons et tout et tout. Puis on se dit, ben, d'où ça vient cette inspiration-là? Où est-ce qu'il a pris ça? Ben, il a pris ça notamment dans le patrimoine littéraire du Moyen Âge, de récits comiques, de farces, de monologues. Et c'est le modèle de toutes ces accumulations très nombreuses qu'on retrouve chez Rabelais, qui sont complètement folles et il y a une surenchère de mots et d'expressions et à la limite, ça finit par nous saouler tout ça, mais ça s'inscrit dans une tradition qui remonte au moins à Rudebeuf et à ses boniments et qui est illustrée par la suite à travers les monologues comiques. Alors voilà, c'était ce que j'avais à vous dire cette semaine. J'arrête la présentation PowerPoint et j'ouvre le micro pour les questions s'il y en a.
Je vais corriger le texte des consignes que je vous ai présenté en catastrophe tout à l'heure et m'assurer de le livrer sur Moodle ce soir, en même temps que je rendrai disponible le vidéo d'aujourd'hui sur Panopto et les autres documents, c'est-à-dire l'exemple de dissertation explicative sur la mort du roi Arthur. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires avant de prendre congé? J'aurais une question. Allez-y. J'ai une certaine tendance dans mes dissertations à trop raconter l'histoire. C'est vous que je parlais. Oui, je sais, c'est moi ça. Puis, mes crimes, j'ai fait des efforts en plus de ça dans celle-là pour raconter le moins, parce qu'en théâtre antique, c'est le reproche que vous m'aviez fait. Mais j'ai de la misère parce que il me semble qu'il faut contextualiser. Oui. Absolument. On n'a pas le choix de contextualiser parce que sinon, l'exemple vient nulle part. Mais en même temps, il faut tenir pour acquis que le correcteur a lu le texte et sait de quoi vous parlez. Alors, vous n'avez pas besoin de lui raconter l'histoire. Il la connaît très bien. Vous pouvez déjà aller à l'essentiel. Vous pouvez en fait, la plupart du temps, faire l'économie d'une contextualisation très longue. Il s'agit de situer l'extrait plus que d'autres choses. Pour ce qui est de l'anecdote, on tient pour acquis qu'elle est connue. OK, d'accord, c'est ça. Puis, OK, autre chose. Puis les paragraphes, j'ai compris aussi. Là. Moi, c'était juste pour le rythme, mais effectivement, on n'a pas besoin de ça. D'accord. Parfait. Merci. Je pourrais vous répondre à part pour la rupture syntaxique. Oui, c'est ça. Je vous enverrai un courriel pour c'est pas grave. Expliquer la mention. OK, d'accord. Alors, au revoir Sabrina, au revoir Ariane, au revoir Rosalie. On se retrouve la semaine prochaine pour certains. Moi, j'ai mon oreiller ici pour demain matin, mon cours. Oui, c'est ça. Moi aussi, je dors dans le bureau. On ne perd pas de temps comme ça. Au revoir. Bye!